Marc Leclerc avait tout l'argent pouvait acheter, mais rien de ce qui comptait vraiment. Puis il rencontra Adeline Dubois, une guérisseuse qui voyait au-delà de ses façades. Mais l'amour pouvait-il survivre aux secrets, aux mensonges et à une ville bâtie sur des illusions? Le soleil matinal inondait le penthouse de Marc Leclerc, perché au-dessus des toits de Paris. À 33 ans, il possédait tout ce que l'argent pouvait offrir. Un empire technologique valant des milliards d'euros, une flotte de voitures de luxe et un répertoire bien rempli de femmes qui ne réclamaient jamais rien de plus que ce que sa carte de crédit pouvait leur accorder. Marc sortit de sa douche, essuyant la buée du miroir. Son reflet montrait un visage séduisant aux yeux froids, des cheveux foncés, une barbe parfaitement taillée et un corps entretenu par des entraîneurs personnels onéreux. Pourtant, il manquait quelque chose derrière ses yeux, quelque chose qui n'y était plus depuis des années. « Monsieur Leclerc », la voix de son assistante retentit par l'interphone. « L'équipe de planification pour le séjour bien-être vous attend en bas. »« Dites-leur que j'arrive dans 10 minutes, » répondit-il, la voix neutre. Marc enfila un costume sur mesure, valant plus que le salaire mensuel de la plupart des gens. Ce séjour bien-être était son dernier investissement, une expérience de luxe pour les riches et célèbres désireux de faire semblant de se soucier de leur santé spirituelle. Tout était question d'apparence, comme le reste de sa vie. Dans son immense salon, 5 personnes attendaient nerveusement. 4 d'entre elles étaient ses organisateurs d'événements habituels. La 5e était une nouvelle venue, une femme qu'il ne reconnaissait pas. « Monsieur Leclerc, » dit Sophie, sa chef de projet, avec un sourire étudié. « Nous avons finalisé la plupart des détails du séjour. Nous avons juste besoin de votre approbation concernant les produits de bien-être et les éléments spirituels. » Marc hocha à peine la tête, ses yeux dérivant vers la femme qui se tenait à l'écart des autres. Elle n'était pas vêtue pour impressionner comme le reste de l'assemblée. Elle portait une simple robe jaune qui mettait en valeur sa peau mate, ses boucles naturelles épaisses encadrant un visage qui ne souriait pas pour lui plaire. Elle soutint son regard directement, sans le battement de cils habituel auquel il était accoutumé. « Et qui est-ce » demanda-t-il sans prendre la peine d'adoucir son ton. Sophie s'empressa de faire les présentations. « Voici Adeline Dubois. C'est l'artisane que nous avons choisie pour créer des bougies personnalisées pour le séjour. Son travail est réputé pour ses propriétés apaisantes. » Marc haussa un sourcil. « Des propriétés apaisantes ?» Il ne tenta pas de cacher son scepticisme. Adeline s'avança, tendant la main. « Mes bougies sont fabriquées avec des ingrédients naturels et des huiles essentielles qui favorisent la relaxation et l'équilibre émotionnel. » Sa voix était douce, mais ferme. « Que vous croyiez ou non en leurs propriétés apaisantes, elles sentent bon et créent une atmosphère sereine. » Marc fut pris au dépourvu par sa réponse directe. Il était habitué à ce que les gens se démènent pour lui donner raison. « J'aurais besoin de voir des échantillons avant d'approuver quoi que ce soit, » dit-il en lui serrant brièvement la main. Sa poignée était assurée, sa main chaude contre la sienne. « Bien sûr, » répondit Adeline, « j'en ai apporté avec moi. » Elle désigna une petite boîte sur la table basse. Pendant que les organisateurs d'événements continuaient de discuter d'autres détails, Marc se retrouvait à observer Adeline à plusieurs reprises. Elle ne gigotait pas et n'essayait pas d'attirer son regard comme les autres avaient l'habitude de le faire. Au lieu de cela, elle écoutait attentivement la conversation, ne parlant que lorsqu'on s'adressait directement à elle. Lorsque la réunion se termina, Marc s'approcha d'Adeline alors qu'elle rangeait ses échantillons. « Ces bougies, elles ne sont pas juste pour la décoration ?» Adeline leva les yeux vers lui. « Rien de ce que je crée n'est juste pour la décoration, monsieur Leclerc. Appelez-moi Marc, » dit-il automatiquement, utilisant le sourire qui faisait habituellement fondre la résistance des femmes. « Monsieur Leclerc me va très bien, » répondit-elle en refermant sa boîte. « Je préfère garder les relations professionnelles. » Pour la première fois depuis des années, Marc sentit quelque chose s'agiter en lui, de l'irritation, de la curiosité, peut-être même une pointe de respect. « Je voudrais voir votre atelier, » dit-il soudainement, pour mieux comprendre le processus. Adeline marqua une pause, l'étudiant. « Mon atelier n'est pas une attraction touristique. Je ne suis pas un touriste, je suis votre client. Vous êtes le client de mon client, » le corrigea-t-elle. « Et mes bougies parleront d'elles-mêmes lors du séjour. » Avant que Marc ne puisse répondre, son téléphone sonna. C'était un appel qu'il devait prendre. Le temps qu'il finisse, Adeline était partie avec les autres organisateurs. Pour le reste de la journée, Marc ne put se sortir Adeline Dubois de l'esprit. Son manque d'intérêt à l'impressionner était rafraîchissant, agaçant, mais rafraîchissant. Adeline Dubois déverrouilla la porte de son petit atelier de bougies, situé dans un quartier plus calme de Paris. L'enseigne au-dessus de la porte indiquait « L'atelier de la lumière sacrée » en lettres simples.
À l'intérieur, l'espace était rempli d'étagères de bougies colorées, d'herbes séchées suspendues au plafond et d'une grande table de travail au centre. Elle posa son sac et prit une profonde inspiration. Rencontrer Marc Leclerc avait été exactement ce à quoi elle s'attendait. Un autre homme riche qui pensait que le monde existait pour le servir. Elle en avait vu beaucoup comme lui auparavant. Le téléphone sonna et Adeline sourit en voyant l'identifiant de l'appelant. « Oncle Louis », répondit-elle chaleureusement, « comment te sens-tu aujourd'hui ?»« Mieux qu'hier, moins bien que demain », répondit la voix grave et rauque de son oncle. « Alors, cette réunion de luxe, comment ça s'est passé ?» Adeline commença à préparer les matériaux pour la fabrication des bougies du jour tout en parlant. « C'était bien. Le séjour semble excessif, mais la commande nous tiendra à flot pendant des mois. »« Et le grand patron, comment était-il » Adeline pensa aux yeux froids de Marc Leclerc et à son charme étudié. Juste un autre homme d'affaires, sans âme et trop riche. Le rire de l'oncle Louis se transforma en tout. Quand il se reprit, sa voix devint sérieuse. « Méfie-toi des hommes qui n'ont jamais eu à ressentir pour survivre, ma petite. Ils s'accrocheront à ta douceur, mais ils ne sauront pas comment la protéger. Ne t'inquiète pas, » l'assura Adeline. « Je n'ai aucun intérêt pour Marc Leclerc au-delà de cette affaire. » Après avoir raccroché, Adeline se concentra sur son travail. La commande pour le séjour était importante. 200 bougies personnalisées, chacune avec un mélange différent de parfums et d'huile. Cela la tiendrait occupée pendant des semaines. Tandis qu'elle travaillait, son esprit revenait sans cesse au vide qu'elle avait perçu chez Marc Leclerc. En tant que thérapeute en traumatologie, elle reconnaissait les signes de quelqu'un qui avait érigé des murs autour de ses émotions. Ce n'était pas son problème à régler, se rappela-t-elle. Tout le monde ne voulait pas être guéri. 2 jours plus tard, le chauffeur de Marc s'arrêta devant l'atelier de la lumière sacrée. Il n'avait pas prévu de venir ici. Il s'était dit qu'il sortait juste pour un tour, mais d'une manière ou d'une autre, il avait fini par donner au chauffeur l'adresse d'Adeline, qu'il avait trouvée dans les documents du contrat. Le petit atelier ne ressemblait en rien aux boutiques élégantes et coûteuses qu'il fréquentait habituellement. Il semblait authentique, avec ses meubles dépareillés et ses enseignes peintes à la main. À travers la fenêtre, il pouvait voir Adeline travailler à une grande table, complètement absorbée par sa tâche. Pendant un instant, il se contenta de l'observer. Il y avait quelque chose de paisible dans sa façon de bouger, versant soigneusement la cire dans les moules avec une concentration totale. La clochette au-dessus de la porte tinta alors qu'il entrait. Adeline leva les yeux, la surprise traversant son visage en le voyant. « Monsieur Leclerc, dit-elle, c'est inattendu. J'étais dans le quartier, mentit-il avec aplomb. J'ai pensé que je pourrais vérifier l'avancement de notre commande. » Adeline essuya ses mains sur son tablier. « La commande est dans les temps. Vous aurez vos bougies à temps pour le séjour. » Marc regarda autour de l'atelier, observant les étagères de bougies colorées et les bouquets d'herbes. « Vous faites tout ça vous-même ?»« Oui. » Elle n'en dit pas plus, n'essaya pas de lui vendre son travail comme d'autres l'auraient fait. « Comment avez-vous commencé dans ce métier ?» demanda-t-il, sincèrement curieux. Adeline sembla réfléchir s'il fallait lui répondre. « Ma grand-mère me l'a appris. En Martinique, les bougies faisaient partie de nos traditions de soins. Si vous croyez à tout ça, au pouvoir apaisant des bougies. Ce que je crois n'a pas d'importance, répondit-elle. Ce qui compte, c'est de créer quelque chose avec intention et soin. » Elle le regarda directement. Quelque chose de réel. La façon dont elle dit « réel » mit Marc mal à l'aise, comme si elle pouvait voir à travers la façade soigneusement construite qu'il présentait au monde. « Bien, » dit-il en forçant un sourire, « je voulais juste m'assurer que tout était en bonne voie. Le séjour est un investissement important. » Adeline hocha la tête. « Vos bougies seront prêtes. Avez-vous besoin d'autre chose, monsieur Leclerc ?» Il aurait dû partir alors, aurait dû hocher la tête et s'en aller. Au lieu de cela, il se retrouva à demander « Voudriez-vous dîner avec moi ce soir ?» Adeline parut sincèrement surprise. « Non, merci. » Le refus catégorique le prit au dépourvu. Les femmes ne disaient pas non à Marc Leclerc. « Je possède le meilleur restaurant de la ville. Salon privé, pour discuter du séjour, bien sûr. »« Il n'y a rien concernant les bougies que nous ne puissions pas discuter ici même, » dit Adeline. « Et j'ai des projets pour ce soir. Demain, alors. » Adeline posa l'outil qu'elle tenait et lui fit face entièrement. « Monsieur Leclerc, vous n'avez pas besoin d'être malin. Je ne suis pas là pour être diverti. Et je n'ai besoin de rien de vous au-delà de cette relation professionnelle. » Pendant un instant, Marc resta sans voix. Puis, étrangement, il sentit comme un soulagement l'envahir. Elle ne jouait pas le jeu. C'était rafraîchissant. « D'accord, » dit-il finalement, « je vous laisse reprendre votre travail. » Alors qu'il se tournait pour partir, Adeline l'appela. « Monsieur Leclerc ?» Il se retourna.
Vous devriez en essayer une de celles-ci. Elle lui tendit une petite bougie de couleur ambrée. Bois de santal et cèdre, bon pour l'ancrage quand la vie semble vide. Leurs doigts se frôlèrent alors qu'il prenait la bougie, et Marc ressentit une décharge inattendue. Pas de l'attirance, bien qu'elle fût certainement belle, mais quelque chose de plus profond, comme si elle avait vu clair en lui avec ces quelques mots. « Je n'ai pas besoin, » commença-t-il. « Tout le monde a besoin d'ancrage parfois, » l'interrompit-elle doucement. « Même les milliardaires. » Cette nuit-là, dans son penthouse vide, Marc regarda la petite bougie qu'Adeline lui avait donnée. Sur un coup de tête, il l'alluma, observant la flamme danser. Le parfum emplit la pièce, terreux, chaleureux, rien à voir avec le luxe stérile dont il s'entourait. Il prit son téléphone, faisant défiler ses contacts, de belles femmes qui accouraient avec un seul message. Pourtant, il reposa le téléphone sans envoyer de message à personne. Pour la première fois depuis des années, Marc Leclerc resta assis seul avec ses pensées, regardant une bougie brûler, sentant quelque chose s'agiter en lui qu'il ne pouvait pas nommer. De l'autre côté de la ville, Adeline était assise sur son petit balcon, sirotant un thé. Son téléphone affichait un appel manqué de l'agence d'organisation d'événements, probablement à propos de la visite inattendue de Marc Leclerc à son atelier. Elle pensa au moment où elle avait mentionné les vies vides, comment quelque chose avait vacillé dans ses yeux, de la reconnaissance peut-être, ou de la douleur. Au cours de ses années en tant que thérapeute en traumatologie, elle avait appris à repérer les blessés, ceux qui bâtissaient des forteresses autour de leur cœur. « Pas mon problème à régler », murmura-t-elle pour elle-même, se souvenant de l'avertissement de l'oncle Louis. Pourtant, alors qu'elle fermait les yeux, l'image de Marc Leclerc, puissant, riche et si manifestement vide, resta avec elle. Non pas parce qu'elle était attirée par lui, se dit-elle, mais parce que dans son domaine de travail, aussi bien avec les bougies qu'avec le soutien psychologique, elle avait toujours été attirée par le fait de guérir ce qui était brisé. Le problème était que certains hommes ne voulaient pas être guéris, et certaines blessures étaient trop profondes pour que les bougies et les mots doux puissent les atteindre. Le lendemain matin, Marc se réveilla du premier sommeil paisible qu'il avait eu depuis des mois. La bougie s'était consumée, mais son parfum persistait. Il se doucha et s'habilla, se sentant étrangement alerte. Son assistante avait déjà envoyé l'emploi du temps de la journée, réunions, appels, un dîner avec des investisseurs potentiels. Mais avant tout cela, il demanda à son chauffeur de le ramener à l'atelier de la lumière sacrée. Cette fois-ci, lorsqu'il entra, Adeline ne sembla pas surprise de le voir. « La bougie a fonctionné », dit-il sans saluer. Adeline hocha la tête comme si elle s'y était attendue. « Elles le font généralement si on les laisse faire. Je veux en commander plus. Pour moi, pas pour le séjour. » « Bien sûr », elle désigna les étagères. « Un but particulier en tête ?» Marc hésita. « Je ne sais pas », avoua-t-il, les mots lui semblant étranges sur la langue. Il n'admettait jamais ne rien savoir. Adeline sembla comprendre. « Pourquoi ne commencerions-nous pas par ce que vous recherchez? Le sommeil, l'énergie, la paix, dit-il, le mot sortant avant qu'il ne puisse le retenir. Je veux dire, la concentration, pour le travail. » Adeline ne releva pas son lapsus. Au lieu de cela, elle sélectionna plusieurs bougies sur différentes étagères. Celles-ci pourraient aider. Différents parfums agissent différemment pour chaque personne. Tandis qu'elle expliquait chaque bougie, Marc se retrouva à étudier son visage. Pas de maquillage, pas d'artifice. Juste une peau nette, des yeux expressifs et une confiance tranquille qu'il rencontrait rarement. « Pourquoi n'êtes-vous pas impressionné par tout ça ?» demanda-t-il soudainement. « Par moi, mon argent, ce que je pourrais faire pour votre entreprise ?» Adeline posa la bougie qu'elle tenait. « Parce que j'ai vu ce qui compte vraiment, monsieur Leclerc. J'ai tenu les mains de personnes confrontées à leurs traumatismes les plus profonds. J'ai vu ma grand-mère mourir avec rien d'autre que l'amour dans son cœur. L'argent, le pouvoir, ce ne sont que des outils. Ce n'est pas ce qui nous sauve à la fin. » La simplicité et la vérité de ces mots frappèrent Marc de plein fouet. Personne dans son monde ne parlait comme ça. Personne ne voyait au-delà de la surface qu'il présentait. « Dînez avec moi », dit-il de nouveau, mais différemment cette fois. Pas un ordre, pas une réplique apprise, presque une requête. Adeline l'étudia un long moment. Pourquoi? La question le prit au dépourvu. Les femmes ne lui demandèrent pas « pourquoi » quand il les invitait à dîner. Elles disaient juste « oui ». Parce que, commença-t-il, puis s'arrêta. Pourquoi voulait-il dîner avec elle? Parce qu'elle n'était pas impressionnée par lui? Parce qu'elle voyait clair en lui? Parce que quelque chose en elle lui faisait ressentir quelque chose? Parce que je veux en savoir plus sur vous, dit-il finalement. Pas pour le séjour, pas pour les affaires, juste vous. Adeline ne répondit pas immédiatement. Elle retourna à l'arrangement des bougies,
ses mouvements délibérés et sans hâte. « Vendredi, dit-elle finalement. Mais pas dans votre restaurant. Il y a un petit endroit près de mon atelier, 19 heures. Ce n'était pas ce qu'il avait demandé, mais Marc se retrouva à hocher la tête. Vendredi, 19 heures. Alors qu'il quittait l'atelier, bougies en main, Marc réalisa que son cœur battait plus vite que d'habitude. Pas par attirance, bien qu'Adeline fût certainement belle. C'était autre chose, le sentiment d'être vu, vraiment vu, pour la première fois depuis des années. Et cela le terrifiait autant que cela le passionnait. Adeline regarda Marc partir, des émotions mêlées tourbillonnant en elle. Elle n'avait pas prévu de dire oui au dîner. Elle avait déjà vu son genre d'hommes, des hommes riches qui collectionnaient les expériences et les gens comme d'autres collectionnaient l'art. Son téléphone sonna, interrompant ses pensées. « Adeline Dubois », répondit-elle. « Madame Dubois, c'est Sophie de Événements Horizon. À propos du séjour, y a-t-il un problème avec la commande ?» demanda Adeline. « Pas exactement », hésita Sophie. « C'est juste que Monsieur Leclerc a demandé votre implication personnelle lors du séjour lui-même. Il veut que vous soyez là pendant les 3 jours, pour expliquer les bougies aux invités. » Adeline fronça les sourcils. « Ce n'était pas dans notre accord initial. Il propose 3 fois votre tarif habituel, » dit Sophie rapidement. « Plus l'hébergement au complexe. » Une fois l'appel terminé, Adeline s'assit à son établi troublée. D'abord les visites à l'atelier, puis le dîner, maintenant ça. À quel jeu Marc Leclerc jouait-il? La clochette au-dessus de la porte tinta, et l'oncle Louis entra, s'appuyant sur sa canne. À 65 ans, il se tenait encore droit, ses dreadlocks parsemés de gris soigneusement attachés en arrière. « Je voulais juste voir ma nièce préférée, » dit-il en s'installant dans une chaise. Adeline sourit. « Je suis ta seule nièce. » Des détails, des détails. Il fit un geste de la main, puis la regarda de plus près. « Quelque chose te tracasse, ma petite ?» Adeline hésita, puis lui raconta les visites de Marc Leclerc et l'invitation à dîner. L'oncle Louis écouta, son visage buriné, pensif. Les hommes comme ça ont l'habitude d'acheter ce qu'ils veulent. Quand ils trouvent quelque chose qu'ils ne peuvent pas acheter, ils sont déconcertés, puis obsédés. « Je ne suis pas à vendre, » dit Adeline fermement. « Non, tu ne l'es pas, » convint l'oncle Louis. « Mais sois prudente. Le moment le plus dangereux avec un homme qui n'a jamais eu à ressentir, c'est quand il commence à ressentir pour la première fois. » Adeline hocha la tête, pensant à la vulnérabilité qu'elle avait entreaperçue dans les yeux de Marc lorsqu'il l'avait invitée à dîner la 2e fois. Pas le charme étudié, mais quelque chose de brut en dessous. « Je peux me débrouiller, » assura-t-elle à son oncle. Pendant qu'ils parlèrent d'autre chose, son commerce de bougies, sa santé, des nouvelles de la famille restée en Martinique, Adeline tenta de repousser les pensées de Marc Leclerc. Mais plus tard, alors qu'elle travaillait sur sa commande de bougies, elle se retrouva à se demander ce que ce serait de percer cette façade soigneusement entretenue, de voir ce qui se cachait sous la surface d'un homme qui avait tout l'argent pouvait acheter, mais rien de ce qui comptait vraiment. « Ce n'est pas mon travail de le réparer », se rappela-t-elle à voix haute. Pourtant, à l'approche du vendredi, Adeline ne put nier la curiosité qui grandissait en elle, non pas à propos de la richesse ou du pouvoir de Marc, mais à propos du vide qu'elle avait perçu en lui, et de savoir si quelqu'un pourrait le combler. Le vendredi soir arriva plus vite qu'Adeline ne l'avait prévu. Elle ferma son atelier tôt, se disant que ce n'était qu'un dîner, rien de plus. Elle choisit une simple robe bleue, assez jolie pour un dîner, mais sans effort excessif. Ses boucles épaisses étaient laissées naturelles, et elle portait un maquillage minimal. Alors qu'elle mettait les boucles d'oreilles en argent de sa grand-mère pour la bonne fortune, son téléphone vibra avec un message. C'était Marc. « Mon chauffeur peut venir vous chercher. » Adeline répondit par SMS. « Je vous rejoindrai au restaurant, 19 heures. » Elle n'allait pas commencer ça, quoi que ce fût, en se faisant conduire dans sa voiture de luxe. Si Marc Leclerc voulait dîner avec la vraie Adeline Dubois, il devrait entrer dans son monde et non l'inverse. Le restaurant qu'elle avait choisi était un petit endroit créole appelé Le Coin Créole. C'était une entreprise familiale, avec un décor simple et le meilleur poulet boucané de Paris. Rien de chic, rien de prétentieux, juste de la bonne nourriture et un service chaleureux. Adeline arriva à 18h55 pour trouver Marc déjà en l'attente à l'extérieur. Il avait troqué son costume habituel contre un jean foncé et une chemise grise boutonnée. Sans son armure d'entreprise, il semblait presque abordable. « Vous êtes en avance », dit-elle, surprise. Marc haussa les épaules. « Je suis toujours en avance pour les réunions importantes. »« Ce n'est pas une réunion, » lui rappela Adeline. « Non, » convint-il, ses yeux balayant sa robe, ses cheveux, son visage. « Ce n'est pas le cas. » À l'intérieur, le restaurant était chaleureux et animé. Les propriétaires, un couple antillais d'une 60aine d'années,
saluèrent Adeline par son prénom. « Votre table habituelle, mademoiselle Adeline ?» demanda madame Thérèse, l'épouse. « Oui, s'il vous plaît, » sourit Adeline. Marc les suivit alors qu'ils étaient conduits à une petite table près du fond, loin des fenêtres. Il regarda autour de lui, observant le cadre modeste, les familles mangeant ensemble, l'absence de tout ce qui criait le luxe. « Vous venez ici souvent », observa-t-il alors qu'il s'asseyait. « La meilleure cuisine de la ville, » dit Adeline, « et il traite tout le monde de la même manière que vous arriviez en Ferrari ou à pied. » Marc saisit son sous-entendu et eut la décence de paraître légèrement penaud. « Je ne conduis pas toujours une Ferrari. Parfois, c'est une Bentley ?» demanda Adeline avec un petit sourire. Pour la première fois, Marc rit, un son sincère, pas le rire forcé qu'il utilisait lors des réceptions professionnelles. « Parfois, c'est une Lamborghini, en fait. » Leur conversation fut interrompue par madame Thérèse, apportant 2 verres de planteur. « C'est offert par la maison, dit-elle avec un clin d'œil à Adeline, pour vous et votre ami. » Après son départ, Marc haussa un sourcil. « Ami ? Que préféreriez-vous qu'elle vous appelle ? Client ? Patron ? Riche inconnu qui continue d'apparaître à mon atelier ?» Il sirota le planteur, l'air pensif. « Juste Marc serait très bien. » Adeline l'étudia par-dessus son verre. « Alors, juste Marc, pourquoi sommes-nous vraiment ici ?» Il sembla surpris par sa franchise. « Je vous l'ai dit. Je veux en savoir plus sur vous. Pourquoi ? Il y a des milliers de femmes magnifiques à Paris qui seraient ravies de dîner avec vous. Des femmes qui se soucient de votre argent, de vos relations. Je n'en fais pas partie. C'est peut-être exactement pour cela, » dit Marc doucement. Pendant un instant, Adeline vit quelque chose de réel dans ses yeux, un éclair de solitude, rapidement dissimulé. Leur repas arriva, poulet boucané pour Adeline, colombo de bœuf pour Marc. Il prit une bouchée et parut sincèrement impressionné. « C'est incroyable, » admit-il. « Mieux que la plupart des restaurants 5 étoiles où je suis allé. C'est parce que madame Thérèse cuisine avec amour, » dit Adeline. « Pas pour les critiques ou les récompenses. » « Vous parlez de l'amour comme si c'était un ingrédient, » observa Marc. « N'est-ce pas ? Dans la nourriture, dans les bougies, dans la vie, l'intention compte. Ce que vous mettez affecte ce que vous en retirez. » Marc resta silencieux un instant, mangeant son colombo. Puis il demanda, « Alors qu'est-ce qui vous a amené à Paris ? Votre accent, il n'est pas d'ici. »« De Lyon, » dit Romy. « J'ai déménagé ici après la mort de ma grand-mère. Elle m'a élevé après le décès de mes parents. Quand elle n'a plus été là, j'ai eu besoin d'un nouveau départ. Je suis désolé pour votre grand-mère, » dit Dominique, et il semblait sincère. « Elle a eu une vie bien remplie, » répondit Romy. « Elle m'a appris tout ce qui est important. Comment fabriquer des bougies, comment écouter la souffrance des gens, comment me débrouiller seul. C'est ce que vous faites, écouter la souffrance des gens ? En journée, je suis conseillère en traumatologie dans un centre communautaire. L'atelier de bougies est mon 2e emploi, bien qu'il devienne ma principale occupation maintenant. » Dominique parut sincèrement surpris. « Vous êtes thérapeute ? » « Pas exactement. Je travaille avec des personnes ayant subi un traumatisme. Je les aide à gérer leur deuil, à trouver des mécanismes d'adaptation. C'est moins de l'analyse, plus de la guérison. Et ça marche ? Guérir en parlant ? Parfois en parlant, parfois non. Le chemin de chacun est différent. » Elle l'étudia. « Et vous, quelle est votre histoire, Dominique Moreau ?» Il sembla pris de court par la question, comme si personne ne s'était jamais intéressé à lui au-delà de son succès professionnel. « Pas grand-chose à raconter. J'ai commencé à coder à l'université. J'ai créé ma première application à 22 ans. Je l'ai vendue pour 8 chiffres à 25 ans. L'histoire habituelle d'une réussite dans la tech. »« Ça, c'est votre CV, » fit remarquer Romy. « Pas votre histoire. » L'expression de Dominique se referma légèrement. « Mon histoire n'est pas très intéressante. »« J'en doute, » dit Romy. « Mais nous pouvons parler d'autre chose si vous préférez. » Ils passèrent à des sujets plus sûrs. La retraite à venir, les lieux qu'ils avaient visités, les livres qu'ils avaient lus. Dominique était cultivé, avec des opinions tranchées et un esprit vif. Quand il ne revêtait pas son masque d'homme d'affaires, il pouvait être charmant d'une manière authentique. Au dessert, une tarte tatin qui fit fermer les yeux de Dominique en signe d'appréciation, la conversation était devenue confortable, presque amicale. « Alors, » dit Dominique alors qu'il terminait, « parlez-moi de cette retraite. Qu'en pensez-vous vraiment ?» Romy hésita. « Vous voulez la réponse polie ou la sincère ?»« La sincère, toujours. » Elle prit une inspiration. « Je pense que c'est superficiel. Des gens riches qui jouent à la spiritualité pendant un week-end, puis retournent à leur vie déconnectée. La vraie guérison demande du temps et de l'engagement. Pas un week-end de luxe avec des tapis de yoga de créateurs. » Au lieu d'être offensé, Dominique hocha lentement la tête. « C'est exactement ça.
admit-il. Une façon pour les gens aisés de se sentir mieux sans rien changer réellement. Alors pourquoi le faire? Dominique haussa les épaules. Ça rapporte de l'argent. Les gens le veulent. Je le leur fournis. Est-ce suffisant? Donner aux gens ce qu'ils veulent, même si c'est vide? Quelque chose changea dans l'expression de Dominique. Une fissure dans la façade. Qu'y a-t-il d'autre? La vulnérabilité de la question prit Romy au dépourvu. Avant qu'elle ne puisse répondre, le téléphone de Dominique sonna. Il y jeta un œil, fronça les sourcils et refusa l'appel. « Le travail » demanda Romy. « Toujours » répondit-il, sans pour autant faire mine de partir. Après que Dominique eut insisté pour payer l'addition, « Laissez-moi au moins faire ça », ils sortirent dans la douce soirée niçoise. « Je vous proposerai de vous raccompagner, mais je suppose que vous refuseriez » dit Dominique avec un léger sourire. « Vous apprenez, hocha Romy. Je vais marcher. Mon appartement n'est pas loin. Puis-je vous accompagner » demanda-t-il, la surprenant de nouveau. Elle le considéra un instant puis hocha la tête. Ils marchèrent côte à côte à travers le quartier. Ce n'était pas le quartier aisé de la ville, mais c'était sûr, rempli de petits commerces et d'immeubles d'habitation. « Merci pour le dîner, dit Dominique après un moment. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai eu un repas qui n'était pas lié aux affaires ou à d'autres transactions. » La façon dont il prononça « d'autres transactions » fit Romy le regarder. « C'est comme ça que vous voyez les relations? Comme des transactions ?» Dominique resta silencieux pendant plusieurs pas. « C'est plus simple ainsi, plus clair. Tout le monde sait ce qu'il obtient. Et qu'est-ce qu'ils obtiennent de vous? De l'argent, du statut, des contacts, l'habituel. Et qu'obtenez-vous en retour ?» Dominique s'arrêta de marcher, son expression illisible sous le réverbère. « De la compagnie, à mes conditions. Ça semble solitaire, » dit Romy doucement. « Ça ne l'est pas, » dit-il rapidement. Puis, plus doucement, « c'est contrôlé. » Ils étaient arrivés à l'immeuble de Romy, un modeste complexe avec une petite cour. Elle se tourna vers lui. « Merci de m'avoir accompagné, dit-elle, et d'être honnête, même si ce que vous avez entendu ne vous plaît pas. Surtout dans ce cas. L'honnêteté est rare, en particulier chez les hommes comme vous. Les hommes comme moi, répéta Dominique. Les hommes riches? Les hommes qui ont bâti des murs si hauts qu'ils ne se souviennent plus pourquoi ils ont commencé à les construire. » Ces mots frappèrent Dominique de plein fouet. Elle le vit à la légère crispation autour de ses yeux. « Vous reverrai-je avant la retraite ?» demanda-t-il. Romy le considéra. « Pourquoi ?»« Il y a encore cette question, » dit Dominique avec un léger sourire. « Pourquoi ? Vous êtes la seule personne qui continue de me poser cette question. Peut-être que plus de gens le devraient. » Il s'approcha sans la toucher, mais suffisamment près pour qu'elle puisse sentir son eau de Cologne coûteuse. « Dînez encore avec moi. Demain. »« Je ne peux pas demain. Je dîne avec mon oncle. » Dominique hocha la tête, acceptant sans poser de questions. « Dimanche, alors. » Romy l'étudia, essayant de comprendre ce qu'il voulait vraiment d'elle. Pas du sexe. Il pouvait en obtenir partout. Pas un avantage commercial. Elle n'avait rien à lui offrir de ce côté-là. « Que faisons-nous, Dominique ?» demanda-t-elle finalement. « Nous dînons, dit-il. Nous parlons. Nous apprenons à nous connaître. Est-ce suffisant pour vous? Juste parler ?» Quelque chose passa dans ses yeux. Du désir, certes, mais aussi quelque chose de plus complexe. « Pour l'instant, dit-il honnêtement, c'est suffisant d'être avec quelqu'un qui me voit. Le vrai moi, pas le compte en banque. » La vulnérabilité de son aveu toucha quelque chose en Romy. Contre sa meilleure intuition, elle hocha la tête. « Dimanche. Mais je cuisine. Chez moi, 19 heures. » Surprise et plaisir traversèrent le visage de Dominique. « J'apporterai du vin. »« Je ne bois pas de vin, dit Romy. Apportez plutôt le dessert. » Alors qu'elle se retournait pour entrer, Dominique l'appela. « Romy ?» Elle se retourna. « Merci, dit-il simplement. »« De quoi ? De ne pas être impressionné par moi. » Le samedi soir, Romy se retrouva chez son oncle Léon dans sa petite maison de Montreuil. Comme toujours, l'endroit sentait bon les épices et la cuisine maison. Son oncle avait été chef avant de prendre sa retraite, et malgré ses problèmes de santé, il cuisinait toujours quand Romy lui rendait visite. « Alors, dit-il tandis qu'il mangeait son fameux pot-au-feu, parle-moi de ce riche homme qui s'intéresse soudainement autant à ma nièce. » Romy remua son pot-au-feu. « Nous avons dîné, juste dîné. » Fredonna oncle Léon, sceptique. Et il est exactement ce à quoi on s'attend. Riche, puissant, habitué à obtenir ce qu'il veut. « Mais, Romy soupira, mais il y a autre chose là, quelque chose de brisé. » Oncle Léon posa sa cuillère. « Tu as toujours eu le don de vouloir réparer les choses brisées, ma petite, depuis que tu es toute petite, mais certaines choses ne sont pas destinées à être réparées par toi. »« Je n'essaie pas de le réparer, » protesta Romy. « N'est-ce pas ?
La conseillère en toi voit sa douleur. La guérisseuse en toi veut l'apaiser. Fais attention que la femme en toi ne se laisse pas emporter par le processus. Romy considéra les mots de son oncle alors qu'il terminait à le dîner. Il la connaissait bien, parfois mieux qu'elle ne se connaissait elle-même. « Il vient demain », avoua-t-elle finalement. « Pour dîner. » Oncle Léon haussa les sourcils, mais ne fit aucun commentaire. « Ce n'est pas grand-chose », insista Romy. « Je suis juste curieuse à son sujet. »« La curiosité est un vilain défaut, ma petite, » répondit son oncle avec douceur. « Je ne suis pas un chat, oncle Léon. Non, tu es une femme intelligente, belle, et avec un grand cœur, ce qui peut être tout aussi dangereux face à un homme qui n'a jamais appris à manipuler quelque chose de précieux. » De l'autre côté de la ville, dans son penthouse, Dominique était seul avec un verre de whisky. Sur sa table basse, la bougie de Romy brûlait régulièrement, emplissant la pièce de son parfum apaisant. Son téléphone avait vibré toute la soirée. Des associés, des femmes qu'il appelait parfois quand il était seul, des invitations à des fêtes et des événements. Il les avait toutes ignorées. Au lieu de cela, il se retrouvait à penser à Romy Dubois, à ses questions directes et son regard inébranlable, à la façon dont elle le regardait, comme si elle voyait au-delà de toutes ses défenses. Cela le troublait, et pourtant il avait hâte de la revoir. L'interphone sonna, interrompant ses pensées. « Monsieur Moreau » annonça son portier, « Madame Dubois est là pour vous voir. » Dominique soupira. Vanessa Dubois, une mannequin qu'il fréquentait de manière occasionnelle depuis quelques mois. Leur arrangement était purement physique, avec des limites et des attentes claires. Elle ne se présentait jamais sans prévenir. « Faites-la monter » dit-il, curieux de cette visite inattendue. Quelques minutes plus tard, Vanessa entra, grande, blonde et magnifique dans une robe qui coûtait probablement plus que le loyer mensuel de la plupart des gens. Elle sourit en le voyant, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. « Dominique, chérie » ronronna-t-elle, se penchant pour l'embrasser sur la joue. « Tu m'as manqué. »« Vanessa » la salua-t-il. « C'est une surprise. » Elle jeta un coup d'œil autour du penthouse, son regard s'arrêtant sur la bougie allumée. « Depuis quand brûles-tu des bougies ?»« C'était un cadeau, » dit-il sans donner plus de détails. Vanessa s'installa sur son canapé, croisant ses longues jambes. « Tu n'as pas appelé depuis des semaines. Je commençais à penser que tu avais trouvé quelqu'un d'autre. » La façon dont elle le dit, décontractée, légèrement amusée, rappela à Dominique leur arrangement. Vanessa ne se souciait pas vraiment de lui. Elle se souciait de ce qu'il pouvait lui donner, de l'argent, des relations, des cadeaux coûteux, et il s'en était satisfait. C'était comme il l'avait dit à Romy, plus clair ainsi. « J'ai été occupé », dit-il, ne s'asseyant pas à côté d'elle comme il le ferait normalement. « La retraite bien-être me prend beaucoup de temps. » Vanessa rit légèrement. « Ce truc spirituel ridicule, depuis quand t'intéresses-tu aux cristaux et à la méditation ? C'est un investissement commercial, répondit Dominique, irrité par son dédain. Bien sûr que ça l'est. Elle se leva et s'approcha de lui, posant une main manucurée sur sa poitrine. Mais tu as toujours trouvé du temps pour moi avant, peu importe à quel point tu étais occupé. Alors qu'elle se penchait pour l'embrasser, Dominique sentit son parfum, coûteux, artificiel, sans aucune ressemblance avec la fragrance naturelle des bougies de Romy. Pour la première fois, cela lui parut factice. Il recula, mettant de la distance entre eux. « Vanessa, je ne suis pas d'humeur à avoir de la compagnie ce soir. » La surprise puis la colère traversèrent des traits parfaits. « Pas d'humeur? Depuis quand ?»« Je suis fatigué, dit-il, l'excuse paraissant faible même à ses propres oreilles. La semaine a été longue. » Les yeux de Vanessa se plissèrent. « C'est quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Qui est-ce ?»« Il n'y a personne d'autre, » dit Dominique, ce qui était techniquement vrai. Quoi qu'il se passât avec Romy, ce n'était pas ce qu'il avait avec Vanessa. « Ne me mens pas, Dominique, » claqua Vanessa, son charme soigneusement construit s'effritant. « Je te connais. Quand tu t'intéresses à quelqu'un de nouveau, tu disparais. »« Je ne suis intéressé par personne, » insista-t-il. « J'ai juste besoin d'un peu de temps seul. » Vanessa le fixa, puis lâcha un court rire sans joie. « Seul? Toi? Ça, c'est nouveau. » Elle attrapa son sac à main. « Appelle-moi quand tu auras fini avec la crise existentielle que tu traverses. » Après son départ, Dominique se versa un autre whisky et se rassit près de la bougie. Les mots de Vanessa résonnaient dans son esprit. Une crise existentielle à 33 ans. Non, c'était autre chose. Pour la première fois depuis des années, il remettait en question la vie qu'il s'était bâtie. Les relations vides, les affaires qui ne signifiaient rien au-delà de l'argent, la recherche constante de la prochaine distraction. La question de Romy lui revint. « Est-ce suffisant pour vous ?» Il n'avait jamais envisagé que cela puisse ne pas l'être. Le dimanche soir, Romy prépara un repas simple dans la cuisine de son petit appartement.
Rien d'extravagant. Poulet rôti, légumes du marché des producteurs et un bon pain de campagne fait selon la recette de sa grand-mère. Elle avait passé la journée à réfléchir à l'avertissement de son oncle Léon et à remettre en question ses propres motivations. Pourquoi avait-elle invité Dominique Moreau chez elle? Que voulait-elle vraiment de cette étrange connexion qu'il semblait établir? À 19h pile, sa sonnette retentit. Dominique se tenait là, tenant une petite boîte blanche de pâtisserie. Il était habillé de manière plus décontractée de nouveau, un jean foncé, une chemise bleue boutonnée avec les manches retroussées. Sans le costume, il paraissait plus jeune, moins intimidant. Pile à l'heure, observa Romy en le laissant entrer. « Toujours », répondit-il avec un léger sourire, lui tendant la boîte. Le dessert, comme demandé. Rien de fantaisie, juste des beignets de la meilleure boulangerie de Lyon. Romy fut touchée par l'attention. « Vous vous souveniez que je viens de Lyon. Je me souviens de tout ce que vous me dites, » dit Dominique, ses yeux rencontrant les siens. Le moment s'étira entre eux, chargé de quelque chose qu'aucun des deux n'était prêt à nommer. Romy rompit le silence la première, se tournant vers la cuisine. « Le dîner est presque prêt, mettez-vous à l'aise. » Dominique regarda autour de son appartement, observant les plaids colorés, les étagères remplies de textes de psychologie et de livres spirituels, le petit hôtel dans le coin avec des bougies et des photos de sa grand-mère. « Votre chez vous ressemble, » observa-t-il. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Romy, en vérifiant le poulet. « Chaleureux, authentique. » « Sans prétention, » Romy le regarda. « C'est un compliment ou une observation ?»« Les deux, » dit Dominique, la rejoignant dans la cuisine. « Puis-je vous aider avec quelque chose ?» La question la surprit. Elle ne pouvait pas imaginer Dominique Moreau aidant dans une cuisine. « Vous pouvez mettre la table si vous voulez. Les assiettes sont dans ce placard. » À sa surprise, il le fit sans commentaire, trouvant les assiettes, les couverts et les verres sans avoir besoin d'indication. Il y avait quelque chose d'étrangement intime à regarder cet homme puissant accomplir une tâche domestique aussi simple dans son espace. Alors qu'il s'asseyait pour manger, Dominique prit une bouchée du poulet et ferma brièvement les yeux. « C'est délicieux. »« La recette de ma grand-mère, » dit Romy. « De la nourriture simple faite avec soin. »« Comme vos bougies, » observa Dominique. « Oui, tout ce qui est important dans la vie suit le même principe. L'intention compte plus que la dépense. » Ils mangèrent en silence confortable pendant un moment, puis Dominique demanda « Pourquoi m'avez-vous invité ici ce soir? La vraie raison. » Romy considéra la question. « Parce que je suis curieuse à votre sujet, » admit-elle. « Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais. » À quoi vous attendiez-vous? Quelqu'un de plus superficiel, égocentrique. Mais il y a plus en vous, n'est-ce pas? Derrière l'argent et le pouvoir. L'expression de Dominique se fit plus réservée. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? La façon dont vous regardez les choses. Comme si vous cherchiez quelque chose de plus, mais que vous ne saviez pas quoi. Ces mots firent mouche. Elle le vit à la façon dont ses doigts se serrèrent légèrement autour de sa fourchette. « Et vous » rétorqua-t-il. « Que cherchez-vous, Romy Dubois ?»« Je ne cherche pas, » dit-elle. « Je construis. Une vie qui a du sens, un travail qui aide les gens, des connexions qui sont réelles. » Et cela, il fit un geste entre eux, compte-t-il comme une connexion réelle? Romy soutint son regard directement. « Je ne sais pas encore. » Est-ce le cas? La question resta en suspens entre eux, chargée de possibilités. « J'aimerais que ce le soit, » dit Dominique finalement, sa voix calme mais certaine. Avant que Romy ne puisse répondre, le téléphone de Dominique sonna. Il le sortit, jeta un coup d'œil à l'écran et fronça les sourcils. « Je dois prendre cet appel, » dit-il, désolé. « C'est ma mère. Elle n'appelle jamais sauf si c'est important. » Romy hocha la tête, le regardant s'éloigner de la table pour répondre. Sa posture changea pendant qu'il parlait, devenant plus raide, plus formelle. « Oui, maman. Non, je n'ai pas oublié. Je comprends que c'est important pour toi. Oui, je serai là. Bonne nuit. » Quand il revint à table, son expression s'était refermée de nouveau, l'ouverture des moments précédents remplacée par le masque familier. « Tout va bien ?» demanda Romy. « Oui, » répondit Dominique, son ton indiquant clairement que le sujet était clos. « Juste un gala de charité auquel elle veut que j'assiste. Une obligation familiale. » Romy ne poussa pas, sentant la tension que l'appel avait créée. Ils terminèrent le dîner avec une conversation plus légère, mais quelque chose avait changé. Alors qu'ils partageaient les beignets pour le dessert, du sucre glace saupoudrant la table entre eux, Romy décida de prendre un risque. « Dominique, » dit-elle doucement, « qu'est-ce que nous faisons vraiment ici ?» Il leva les yeux, ses yeux rencontrant les siens. « Je ne sais pas, » admit-il. « Je sais juste que quand je suis avec vous, je me sens différent. » Différent comment? Il eut du mal à trouver les mots.
plus présent, plus réel. Et c'est ce que vous voulez? Vous sentir réel? Dominique posa sa serviette. J'ai passé des années à construire une vie où je n'avais pas à ressentir quoi que ce soit, où tout est contrôlé, prévisible. Et ça a marché, jusqu'à ce que je vous rencontre. L'honnêteté de ces mots prit Romy par surprise. Je ne suis pas votre guérisseuse, Dominique, dit-elle doucement. Si vous voulez la paix, vous devrez vous battre pour elle vous-même. Je sais, dit-il. Je ne vous demande pas de me réparer. Alors, que demandez-vous? Dominique tendit la main à travers la table, ses doigts effleurant légèrement les siens. Le contact fut électrique, inattendu. Je vous demande une chance de vous connaître, la vraie vous, et peut-être ce faisant de retrouver le vrai moi. Romy regarda leurs mains, si proches, mais à peine touchantes. Cet homme, riche, puissant, brisé de façon qu'il ne comprenait probablement même pas, lui offrait quelque chose qu'elle n'attendait pas, l'honnêteté. « Je ne peux rien promettre, dit-elle finalement. « Je ne demande pas de promesse, répondit Dominique, juste la possibilité. » Tandis qu'ils étaient assis là, connectés par le plus léger des contacts, Romy sut qu'elle se trouvait à un carrefour. Le chemin sûr serait de s'éloigner, de maintenir cet homme à une distance professionnelle. L'autre chemin, celui qu'il appelait maintenant, était incertain, potentiellement dangereux. Pourtant, en regardant dans les yeux de Dominique, voyant à la fois le masque qu'il montrait au monde et la vulnérabilité qui se cachait dessous, Romy fit son choix. « La possibilité », répéta-t-elle doucement sans retirer sa main. « Je peux travailler avec ça. » Les 3 semaines précédant la retraite bien-être passèrent en un éclair pour Romy. Entre la finalisation des commandes de bougies et son travail de conseillère, elle avait à peine le temps de respirer. Mais d'une manière ou d'une autre, Dominique Moreau était devenu une présence régulière dans sa vie. Rien de physique ne s'était passé entre eux, juste des dîners, des conversations et une connexion grandissante qu'aucun des deux ne pouvait pleinement expliquer. Il passait à son atelier le soir, parfois juste pour s'asseoir tranquillement pendant qu'elle travaillait. Elle trouvait de petits cadeaux laissés à sa porte, des livres qu'il pensait qu'elle apprécierait, des herbes pour ses bougies, et une fois même une boîte de calissons de sa pâtisserie lyonnaise préférée. « Tu le revois ce soir ?» demanda oncle Léon lors de leur appel téléphonique hebdomadaire. « Juste pour dîner, » dit Romy, calant le téléphone entre son oreille et son épaule pendant qu'elle emballait des bougies pour la retraite. « Nous parlons de l'organisation de la retraite. »« fredonna son oncle sceptique. « Et monsieur le millionnaire discute toujours affaires lors de dîners aux chandelles. Ce n'est pas comme ça, » insista Romy, bien qu'elle ne soit plus tout à fait sûre de ce que « ça » signifiait. « Ma petite, j'ai déjà vu ce regard. Fais juste attention. Les hommes comme lui ne changent pas du jour au lendemain. Je n'essaie pas de le changer, » dit Romy, bien que même à ses propres oreilles, les mots manquaient de conviction. Après avoir raccroché, Romy fixa les boîtes de bougies prêtes pour la retraite. Demain, elle passerait 3 jours dans un complexe exclusif, entourée de gens riches jouant à la spiritualité. Et Dominique serait là, non pas comme l'homme qui s'asseyait tranquillement dans son atelier, mais comme le puissant homme d'affaires que tout le monde voyait. La pensée la troublait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Ce soir-là, lorsque Dominique arriva à son appartement, il avait l'air fatigué. Le sourire facile qu'il avait commencé à montrer autour d'elle était remplacé par une tension autour de ses yeux. « Journée difficile ?» demanda Romy en le laissant entrer. « Juste des affaires, » dit-il d'un ton désinvolte. « Rien d'important. » Romy n'insista pas. Elle avait appris que Dominique parlait de ses sentiments quand il était prêt, pas quand on le lui demandait. Ils mangèrent les simples pâtes qu'elle avait préparées, leur conversation plus légère que d'habitude. Dominique l'interrogea sur ses préparatifs pour la retraite, tandis que Romy sentait qu'il évitait quelque chose de plus profond. Finalement, alors qu'ils étaient assis sur son petit balcon avec des tasses de thé, Romy décida de briser le silence. « Vous semblez troublé ce soir, » observa-t-elle. « Est-ce lié à la retraite ?» Dominique regarda les lumières de la ville pendant un long moment avant de répondre. « Non, c'est autre chose. » Il fit une pause, puis ajouta « Je vois quelqu'un. » Romy ressentit un froid pincement de surprise, suivi de déception. « Je vois, » dit-elle avec prudence. Dominique tourna vivement la tête vers elle. « Non, pas comme ça. Je consulte un thérapeute. » L'aveu lui coûtait visiblement beaucoup. Dans la douce lumière de son appartement, elle put voir la vulnérabilité sur son visage. « Cela demande du courage, » dit Romy doucement. Dominique eut un court rire sans joie. « Vraiment ? Ou est-ce juste une autre façon d'essayer de réparer ce qui est brisé ? La thérapie ne consiste pas à réparer la cassure, » dit Léa. « Il s'agit de la comprendre, d'apprendre à vivre avec les fissures au lieu de prétendre qu'elles n'existent pas. » Antoine resta silencieux un long moment. «
Je n'ai jamais parlé à personne de ma mère, dit-il finalement, de ce qu'elle m'a appris sur l'amour. Léa attendit, lui donnant l'espace nécessaire pour continuer. Elle était belle, froide. Mon père est parti quand j'avais 8 ans. Après cela, elle disait que l'amour était dangereux, qu'il brisait les hommes plus vite que les balles. Elle m'a appris que les sentiments étaient des faiblesses à contrôler. Il fixa son thé. Je l'ai cru. Et maintenant? Demanda Léa doucement. Maintenant, je ne suis plus sûr de ce que je crois, admit Antoine. Sauf que quand je suis avec toi, je ressens des choses que j'ai passé des années à éviter. Et ça me terrifie. L'honnêteté de ces mots toucha quelque chose de profond chez Léa. Sans réfléchir, elle tendit la main et prit la sienne. Ses doigts se refermèrent sur les siens, chauds et solides. « Être terrifié signifie que tu es en vie, » dit-elle. « Cela signifie que tu ressens quelque chose de réel. » Antoine regarda leurs mains jointes. « Je n'ai jamais touché quelqu'un sans me cacher d'abord, » dit-il, sa voix à peine un murmure. « Sans planifier ce que je voulais d'eux, ce qu'ils voulaient de moi. Et maintenant? Maintenant, je veux juste être ici, avec toi. Pas de plan, pas d'attente. Juste ce moment. » Léa sentit son cœur s'accélérer. L'homme à côté d'elle n'était pas le millionnaire froid et contrôlé qu'elle avait rencontré pour la première fois. Il lui montrait quelque chose de brut, de sans défense. « J'ai supprimé ma liste de contacts, » dit Antoine soudainement. « T'as quoi? » ?»« Ma liste, de femmes que j'appelais quand je voulais de la compagnie. Je l'ai supprimée il y a des semaines, après notre premier dîner. » Léa ne savait pas quoi dire. L'aveu était à la fois dérangeant, la désinvolture avec laquelle il parlait d'utiliser les femmes, et touchant par l'implication que quelque chose avait changé pour lui. « Je ne te dis pas ça pour t'impressionner, » ajouta Antoine rapidement, « ou pour te faire sentir responsable de mes choix. Je voulais juste que tu saches que j'essaie d'être différent, meilleur. Pas pour moi, » dit Léa fermement. « Tu dois le faire pour toi-même, sinon ça ne durera pas. »« Je sais, » il acquiesça. « C'est ce que mon thérapeute a dit aussi. » Ils restèrent dans un silence confortable, les mains toujours jointes, regardant les lumières de Paris scintiller sous eux. Après un moment, Antoine parla de nouveau. « Je suis nerveux pour demain. »« Le séjour? Pourquoi? »« C'est ton événement. Parce que là-bas, je suis Antoine Dupont, l'homme d'affaires, celui qui conclut les marchés et contrôle les salles. Pas, » il hésita, « pas l'homme que je suis quand je suis avec toi. » Léa lui serra doucement la main. « Ce sont tous les deux toi, Antoine, l'homme qui bâtit des empires, et l'homme qui s'assied tranquillement dans mon atelier. Tu n'as pas à choisir l'un plutôt que l'autre. » Il la regarda alors, ses yeux scrutant son visage. « Comment vois-tu si facilement à travers les gens? »« Je ne vois pas à travers eux, » sourit Léa. « Je fais juste attention. La plupart des gens sont trop occupés à essayer d'être vus pour vraiment voir les autres. » Alors que la soirée avançait, aucun d'eux ne semblait pressé de la terminer. Finalement, à contre-cœur, Antoine se leva pour partir. « Je devrais y aller. Grosse journée demain. » À sa porte, il marqua une pause, la regardant avec une intensité qui coupa le souffle de Léa. « Léa, » dit-il doucement. « Merci. De quoi? De m'avoir montré ce que l'on ressent quand on est soi-même avec quelqu'un. » Il se pencha lentement, lui laissant le temps de reculer si elle le désirait. Au lieu de cela, Léa inclina son visage vers le sien. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux, interrogateur, rempli de possibilités inavouées. Quand ils se séparèrent, Antoine posa son front contre le sien un instant. « À demain », murmura-t-il. Longtemps après son départ, Léa resta à sa fenêtre, touchant ses lèvres, se demandant si elle faisait la plus grande erreur de sa vie, ou peut-être si elle trouvait quelque chose qu'elle n'avait pas su chercher. Le séjour bien-être se tenait dans un domaine exclusif, niché dans l'arrière-pays niçois, sur la côte d'Azur. Le bâtiment principal était une merveille moderne de verre et de bois, offrant une vue imprenable sur la mer. Éparpillés sur la propriété, se trouvaient des villas privées pour les invités, des pavillons de yoga, des jardins de méditation et un complexe de spa. Léa arriva tôt le vendredi matin, apportant ses bougies et installant une petite présentation dans le hall principal. Le personnel de l'événement s'affairait autour d'elle, arrangeant des présentoirs de cristaux, des compositions florales et des coussins de méditation. Tout était conçu pour créer une atmosphère de luxe serein. À 10 000 € par personne pour le week-end, rien de moins ne ferait l'affaire. Elle arrangeait sa dernière série de bougies lorsqu'elle sentit une présence derrière elle. Se retournant, elle trouva Antoine qui la regardait. Dans son costume parfaitement ajusté, ses cheveux coiffés avec soin, il avait tout l'air du puissant homme d'affaires, bien loin de l'homme vulnérable qu'il avait embrassé la nuit précédente. « Mademoiselle Dubois », la salua-t-il formellement, conscient du personnel à proximité. « Tout est à votre satisfaction ?»
On pouvait jouer à ce jeu à deux. Oui, monsieur Dupont, répondit-elle avec la même formalité. L'installation est parfaite. Quelque chose vacilla dans ses yeux, de l'amusement peut-être ou de la frustration face à la distance entre eux. Les invités arriveront bientôt. Il y a une réception de bienvenue à midi. Je serai prête, assura Léa. Alors qu'il s'éloignait pour parler avec le responsable de l'événement, Léa ne put s'empêcher de remarquer à quel point il se tenait différemment ici. Dos droit, mouvement contrôlé, expression soigneusement neutre. Le masque était solidement en place. À midi, le séjour se remplissait d'invités, des célébrités, des PDG de la tech, des créateurs de mode et des influenceurs des réseaux sociaux. Tous beaux, tous riches, tous avides de prouver qu'ils se souciaient de leur bien-être spirituel. Léa se tenait près de son présentoir, expliquant les propriétés des différentes bougies à des invités qui semblaient plus intéressés à prendre des selfies avec elle qu'à comprendre leur but. Elle garda son sourire professionnel, se rappelant que c'était du business, rien de plus. De l'autre côté de la pièce, Antoine se déplaçait dans la foule avec une aisance habituelle, serrant des mains, faisant des présentations, jouant l'hôte parfait. Parfois, leurs regards se croisaient à travers l'espace, et quelque chose de non dit passait entre eux avant qu'ils ne reprennent tous deux leur rôle. Léa Dubois, la voix d'une femme détourna son attention d'Antoine. « J'ai tellement entendu parler de vos bougies. » Léa se tourna et se retrouva face à face avec une femme blonde saisissante dans une tenue de yoga blanche qui coûtait probablement plus que le loyer mensuel de Léa. « Merci, » dit Léa poliment. « Voudriez-vous que je vous montre les différentes options ?» La femme agita une main manucurée d'un air dédaigneux. « Oh, je suis sûre qu'elles sont toutes merveilleuses. Je suis Claire Dubois, au fait. Antoine et moi sommes de vieux amis. » Quelque chose dans la façon dont elle dit « ami » fit Léa marquer une pause. Ce devait être la femme qu'Antoine avait mentionnée, l'un de ses anciens arrangements. « Ravi de vous rencontrer, » dit Léa, gardant sa voix neutre. Claire prit une des bougies, l'examinant sans réel intérêt. « Alors, vous êtes la créatrice de bougies qui fascine tant Antoine ces derniers temps. Je dois avouer que j'étais curieuse de vous rencontrer. Monsieur Dupont a été très favorable à mon travail, » dit Léa avec précaution. Claire rit légèrement. « Oh, j'en suis sûre. Antoine obtient toujours ce qu'il veut, d'une manière ou d'une autre. » Elle se pencha plus près, comme pour partager une confidence. « Ne vous attendez juste pas à ce que ça dure. Il se lasse facilement. Passe à la prochaine chose brillante. » Avant que Léa ne puisse répondre, Antoine apparut à leur côté. « Claire, » dit-il, sa voix froide, « je ne savais pas que tu assistais à ce week-end. » « Décision de dernière minute, chérie, » sourit Claire, touchant son bras de manière possessive. « Tu sais que je ne rate jamais tes événements. » Antoine s'éloigna subtilement de son contact. « Si vous voulez bien nous excuser, je dois parler avec mademoiselle Dubois de sa présentation de demain. » Sans attendre la réponse de Claire, il guida Léa loin du présentoir et vers un coin tranquille de la pièce. « Je suis désolé pour ça, » dit-il une fois qu'ils furent seuls. « Claire peut-être territoriale ?» suggéra Léa. Un semblant de sourire effleura ses lèvres. « J'allais dire difficile, mais ça marche aussi. Devrais-je m'inquiéter pour elle ?»« Non, » dit Antoine fermement. « Claire et moi avons une histoire, mais c'est fini. Ça l'est depuis un moment. » Léa étudia son visage. Elle ne semble pas le penser. « Ce que Claire pense m'importe peu, » dit Antoine. « Seul ce que tu penses compte. » La sincérité de sa voix prit Léa au dépourvu. Avant qu'elle ne puisse répondre, ils furent interrompus par le responsable de l'événement, annonçant le début du déjeuner de bienvenue. « Nous parlerons plus tard, » promit Antoine, sa main touchant brièvement la sienne avant qu'il ne s'éloigne pour rejoindre ses invités. Le reste de la journée passa dans un tourbillon d'activités. Méditation guidée, conférences sur le bien-être, séance de lithothérapie. Léa anima un atelier sur les bienfaits émotionnels de l'aromathérapie, surprise par l'attention des invités malgré leur richesse et leurs privilèges évidents. Le soir, elle était épuisée. Le personnel l'avait conduite à un petit mais luxueux pavillon en bordure de la propriété, son hébergement pour le week-end. Elle était sur le point de prendre une douche bien méritée lorsqu'on frappa à sa porte. Antoine se tenait dehors, ayant troqué son costume d'affaires contre un jean foncé et un simple pull. Il ressemblait plus à l'homme qui visitait son atelier qu'à l'homme d'affaires polissé de plus tôt. « Salut », dit-il simplement. « Salut », répondit Léa, soudain consciente qu'elle était toujours dans ses vêtements de travail, les cheveux attachés en désordre, semblant probablement aussi fatiguée qu'elle l'était. « Je peux entrer ? Juste une minute. » Léa hésita, puis s'écarta pour le laisser entrer. Le pavillon était petit, intime, un salon avec une cheminée, une chambre visible à travers une porte partiellement ouverte. « Je voulais m'assurer que tu étais à l'aise, »
dit Antoine, se tenant maladroitement au centre de la pièce. Et m'excuser pour Claire. Tu n'as pas à t'excuser pour elle, dit Léa, s'asseyant sur la coudoir d'une chaise. Nous avons tous un passé. Le mien n'est pas un dont je suis particulièrement fier, admit Antoine. La façon dont j'ai traité les femmes, la nature transactionnelle de tout cela, je ne suis plus cette personne. Du moins, j'essaie de ne plus l'être. Léa sentit le poids de ses mots, l'effort qui lui coûtait d'être aussi honnête. Le changement prend du temps, dit-elle doucement, et ce n'est jamais une ligne droite. Antoine se rapprocha d'elle, ses yeux ne quittant jamais son visage. Tu me donnes envie d'être meilleure, Léa. Pas pour toi, comme tu l'as dit, mais parce que tu m'as montré une autre façon d'être. L'air entre eux semblait s'épaissir de désirs inavoués. Léa sentit son cœur s'emballer tandis qu'Antoine tendait la main pour toucher son visage doucement. « Je devrais y aller, » dit-il, même en se penchant plus près. « Te laisser te reposer. Tu devrais, » acquiesça Léa sans bouger. Leur baiser était différent du baiser doux qu'ils avaient partagé la nuit précédente. Celui-ci était avide, plein de semaines de tensions accumulées et de vulnérabilités nouvelles. Les mains d'Antoine encadraient son visage comme si elle était quelque chose de précieux, tandis que les doigts de Léa s'emmêlaient dans ses cheveux, le tirant plus près. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux un peu essoufflés, Antoine posa son front contre le sien. « Je ne veux pas brusquer les choses, » murmura-t-il. « Tu es trop importante. » Ces mots réchauffèrent Léa de l'intérieur. « Alors nous ne brusquerons rien, » dit-elle doucement. « Nous avons le temps. » Antoine acquiesça, pressant un dernier baiser doux sur ses lèvres avant de s'éloigner. « Bonne nuit, Léa Dubois, » dit-il, sa voix rauque d'émotion. « Dors bien. » Après son départ, Léa resta assise longtemps, ses doigts touchant ses lèvres, se demandant comment cet homme avait réussi à percer ses défenses si soigneusement construites, et si elle ne s'exposait pas à la peine de cœur en le laissant entrer. Le lendemain matin, Léa anima une première séance sur l'établissement d'attention avec des bougies. À sa surprise, Antoine y assista, assis au fond de la pièce, la regardant avec une intensité tranquille. Il participa pleinement, suivant ses instructions de méditation et de pleine conscience, semblant sincèrement engagé plutôt que de simplement suivre le mouvement. Tout au long de la journée, ils maintinrent une distance professionnelle en public, mais leurs yeux se cherchaient souvent à travers les pièces. De petits contacts lorsqu'ils passaient l'un près de l'autre, sa main brièvement sur le bas de son dos, ses doigts effleurant son bras, créaient un courant électrique sous-jacent qu'eux seuls pouvaient ressentir. Ce soir-là, le séjour accueillit un dîner de gala sous les étoiles. Des tables étaient dressées sur la pelouse principale, avec des guirlandes lumineuses suspendues au-dessus et des bougies, les bougies de Léa, scintillant à chaque couvert. Léa portait la seule robe habillée qu'elle avait apportée, une robe vert profond qui mettait en valeur son teint. Elle laissait ses boucles libres sur ses épaules et ajoutait une touche de maquillage. Rien de clinquant, rien de conçu pour rivaliser avec le glamour sophistiqué des autres invités, juste Léa étant elle-même. Quand Antoine la vit entrer dans la salle à manger, il s'arrêta au milieu de sa conversation, ses yeux la contemplant avec une appréciation ouverte. Il s'excusa auprès du groupe de cadres avec qui il discutait et se dirigea vers elle. « Tu es magnifique, » dit-il simplement. « Merci, » sourit Léa. « Et toutes ces bougies aussi, elles transforment vraiment l'espace. » Antoine rit doucement. Toujours à éviter les compliments. Pas à éviter, juste à partager le mérite où il est dû. Avant qu'il ne puisse répondre, le responsable de l'événement apparut ayant besoin de l'avis d'Antoine sur un changement de place de dernière minute. Avec un regard apologétique envers Léa, il suivit le responsable. Léa se retrouva assise à une table avec plusieurs influenceurs bien-être et un PDG d'une entreprise technologique. La conversation tournait autour d'elle. Discussions sur des retraites exclusives à Marrakech, des chamans privés et des opportunités d'investissement. Elle contribua quand on lui posait des questions sur ses bougies, mais resta autrement silencieuse, observant la richesse et le privilège qui l'entouraient. De l'autre côté de la pelouse, Antoine était assis à la table principale avec les invités les plus importants. Claire Dubois était à ses côtés, penchée près de lui pour lui parler à l'oreille, sa main touchant occasionnellement son bras. Bien qu'Antoine restât poli, Léa percevait la raideur de sa posture, la façon dont il créait subtilement de la distance entre eux. Après le dîner, un musicien célèbre donna un concert acoustique pendant que les invités socialisaient avec des verres de vin biologique et de kombucha. Léa parlait avec une femme intéressée par la commande de bougies pour son studio de yoga lorsqu'elle sentit une présence derrière elle. « Mademoiselle Dubois », la voix d'Antoine était formelle, mais chaleureuse. « Puis-je vous emprunter un instant ? Monsieur Leclerc a des questions sur l'intégration de vos bougies dans sa chaîne hôtelière. »
C'était une excuse transparente, mais Léa joua le jeu. Bien sûr, monsieur Dupont. Au lieu de la conduire vers un client potentiel, cependant, Antoine la guida loin de la foule, le long d'un chemin éclairé par de petites lanternes. Ils marchèrent dans un silence confortable jusqu'à ce qu'ils atteignent un kiosque isolé surplombant la mer. « J'ai eu envie de faire ça toute la journée », dit Antoine, la tirant dans ses bras et l'embrassant profondément. Léa se fondit en lui, toutes ses réserves temporairement oubliées dans la chaleur de son étreinte. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux légèrement essoufflés, Antoine garda ses bras autour de sa taille. « As-tu la moindre idée à quel point il est difficile de se concentrer sur les affaires quand tu es dans la pièce ?» murmura-t-il. Léa rit doucement. « Je croyais que les affaires étaient ta chose préférée. »« Plus maintenant, » dit Antoine, son expression devenant sérieuse. « Pas depuis toi. » Le poids de ces mots flottait entre eux. Léa ressentit un mélange d'euphorie et de peur. Euphorie de la connexion qu'ils formaient. Peur de la rapidité avec laquelle cela se produisait. « Antoine, » commença-t-elle prudemment, « nous nous connaissons à peine. »« J'en sais assez, » dit-il. « Je sais que quand je suis avec toi, je me sens vivant pour la première fois depuis des années. Je sais que tu vois au-delà de toutes mes barrières, de toutes mes défenses. Je sais que je veux être un homme meilleur grâce à toi. Je ne peux pas être responsable de ton évolution, » dit Léa mettant un peu de distance entre eux. « Cela doit venir de toi. Ça vient de moi, » insista Antoine. « Tu ne me répares pas, Léa. Tu me montres juste ce qui est possible quand je me permets de ressentir à nouveau. » La sincérité de sa voix était difficile à douter. Léa étudia son visage au clair de lune, voyant à la fois l'homme d'affaires puissant et l'homme vulnérable en dessous. « Ça me fait peur, » admit-elle. « À quelle vitesse ça se passe? À quel point c'est intense ?» Antoine acquiesça, prenant ses mains dans les siennes. « Ça me fait peur aussi. Je n'ai jamais ressenti ça avant, jamais voulu. Alors où cela nous mène-t-il? À vivre au jour le jour, » suggéra Antoine. « Pas de pression, pas d'attente, juste être honnête l'un avec l'autre. » Léa sourit. L'honnêteté, de la part d'un homme d'affaires, ça, c'est nouveau. Antoine rit, la tirant de nouveau dans ses bras. « Je suis plein de surprises. » Ils restèrent dans le kiosque un long moment, parlant, s'embrassant, partageant des morceaux d'eux-mêmes qu'ils avaient cachés aux autres. Au moment où ils retournèrent vers la zone principale, la plupart des invités s'étaient retirés pour la nuit. Alors qu'ils atteignaient le chemin qui menait au pavillon de Léa, Antoine s'arrêta. « Je devrais te laisser te reposer. » Léa leva les yeux vers lui, une décision se formant dans son esprit. « Où tu pourrais entrer, » dit-elle doucement, juste pour parler un peu plus longtemps. L'invitation resta suspendue entre eux, chargée de possibilités. Les yeux d'Antoine s'assombrirent de désir, mais il secoua lentement la tête. « Pas ce soir, » dit-il, pressant un doux baiser sur son front. « Quand nous franchirons ce pas, si nous franchissons ce pas, je veux que ce soit parfait, pas précipité, pas ici, entouré de tout cela. » Cette retenue toucha profondément Léa. Cet homme, qui avait admis des années d'intimité occasionnelle et transactionnelle, plaçait maintenant son confort au-dessus de ses désirs. « Bonne nuit alors, » dit-elle, l'embrassant une dernière fois, avant de se tourner vers son pavillon. « Léa » l'appela Antoine. Quand elle se retourna, son expression était ouverte, vulnérable. « Cela compte pour moi. Tu comptes. » Ces mots simples portèrent plus de poids que n'importe quelle déclaration élaborée n'aurait pu le faire. Léa les sentit s'installer dans son cœur, la réchauffant de l'intérieur. « Bonne nuit, Antoine, » dit-elle doucement. « À demain. » Le dernier jour du séjour se leva clair et magnifique. Léa se réveilla plus reposée qu'elle ne l'avait été depuis des semaines, malgré l'intensité émotionnelle de la nuit précédente. Quoi qu'il se passe entre elle et Antoine, cela semblait juste, même avec toutes ces complications. La matinée fut remplie d'activités de clôture, une méditation de groupe guidée, un bain sonore, une dernière séance de yoga. Léa anima un atelier sur la création de bougies d'intention personnelle, aidant les invités à fabriquer de petites bougies à emporter chez eux. Antoine assista également à cette session, assis au fond, la regardant avec des yeux chaleureux, tandis qu'elle guidait le groupe. Au déjeuner d'adieu, Antoine prononça un discours remerciant tous les participants. Il parla de l'importance de la connexion authentique et de la vie en pleine conscience, des mots qui auraient sonné creux de la part de l'homme que Léa avait rencontré quelques semaines auparavant, mais qui résonnaient maintenant d'une conviction sincère. Alors que les invités commençaient à partir, Léa emballa ses bougies restantes et son matériel d'exposition. Elle avait presque fini quand Antoine apparut, accompagné d'un homme à l'air sérieux dans un costume coûteux. « Léa, voici Philippe Martin, PDG de Zénith Bien-être », les présenta Antoine. « Il est intéressé par l'intégration de vos bougies dans leur nouvelle gamme de produits. » Léa serra la main de l'homme,
remarquant la façon calculatrice dont il l'évaluait. « Enchanté de vous rencontrer, monsieur Martin. »« De même, » acquiesça Philippe. « Antoine me dit que vos bougies ont été le succès retentissant du séjour. Zénith cherche toujours des produits authentiques et artisanaux à inclure dans nos collections bien-être. Cela semble intéressant, » dit Léa avec prudence. « Qu'est-ce que cela impliquerait exactement ? » « Un accord de licence, initialement, » expliqua Philippe. « Vos formules, notre réseau de distribution. Nous commencerions par une ligne exclusive pour nos abonnés premium, puis potentiellement une expansion vers le commerce de détail. » Cela ressemblait à une opportunité significative, le genre de choses qui pourrait transformer son petit atelier en une véritable entreprise. Pourtant, quelque chose dans le comportement très « entreprise » de Philippe fit Léa hésiter. « J'aurais besoin d'y réfléchir, dit-elle. Mes bougies sont très personnelles. Chacune est faite à la main avec des intentions spécifiques. »« Bien sûr, » sourit Philippe d'un air pincé. « Prenez votre temps. Antoine a mes coordonnées. » Il se tourna vers Antoine. « D'ailleurs, nous devrions discuter des détails du partenariat pour le lancement de l'application. Puis-je te voler quelques minutes ? »« Allez-y, » lui dit Antoine. « Je vous rejoins dans un instant. » Après le départ de Philippe, Antoine se tourna vers Léa. « Cela pourrait être énorme pour ton entreprise, » dit-il avec enthousiasme. « Zénith a des canaux de distribution partout dans le pays. »« Peut-être, » dit Léa, moins convaincue. « Mais à quel prix ? Garderai-je le contrôle des formules, des méthodes de production ? » « Nous pouvons négocier ces détails, » l'assura Antoine. « Je m'assurerai que tes intérêts sont protégés. »« Tu ressembles de nouveau à un homme d'affaires, » observa Léa. L'expression d'Antoine s'adoucit. « Je suis un homme d'affaires, Léa. Cette partie de moi ne disparaît pas juste parce que je me suis ouvert émotionnellement. »« Je sais, » soupira-t-elle. « C'est juste, ça va vite. Ça, comme tout entre nous. » Dominique l'a pris par les mains. « Tu n'as pas à décider maintenant, réfléchis-y. Parle à ton oncle. Je voulais juste que tu aies l'opportunité. » Élodie hocha la tête, reconnaissante de sa compréhension. « Je devrais finir de ranger. On dirait que tu as des affaires à régler. »« Malheureusement, oui. » Dominique grimaça. « Quantique est un partenaire potentiel majeur pour mon application de bien-être. Marc et son équipe reviennent chez moi ce soir pour finaliser quelques détails. »« Chez toi ?» demanda Élodie, surprise. Dominique ne l'avait jamais invité dans son appartement de luxe. « Ce ne sont que des affaires, » l'assura-t-il. « Mais j'aimerais te voir demain si tu es libre. Peut-être que je pourrais passer à ton atelier le soir. J'aimerais ça, » sourit Élodie. « Je serai là jusqu'à 21h. » Dominique jeta un coup d'œil autour de lui pour s'assurer que personne ne regardait, puis se pencha pour l'embrasser rapidement. « À demain, alors. » Alors qu'Élodie le regardait s'éloigner pour rejoindre Marc, elle ne put s'empêcher de se demander si leur monde n'était pas trop différent pour jamais s'harmoniser vraiment. Lui appartenait au conseil d'administration et aux appartements de luxe, tandis qu'elle était la plus à l'aise dans son petit atelier avec ses bougies et ses herbes. Pourtant, la connexion entre eux semblait réelle, peut-être la chose la plus réelle qu'aucun d'eux n'ait vécue depuis longtemps. Élodie passa le dimanche à se remettre de la retraite et à digérer tout ce qui s'était passé avec Dominique. En soirée, elle était de retour dans son atelier travaillant sur une commande spéciale pour un groupe de soutien au deuil. Son téléphone vibra avec un SMS de Dominique. « Réunion qui s'éternise. Tenterai de passer pour 21h. Tu me manques. » Le simple message la fit sourire. Quels que soient ses doutes concernant leur monde différent, elle ne pouvait nier la chaleur qui l'envahissait chaque fois qu'elle pensait à lui. Pendant qu'elle travaillait, Élodie considéra l'offre de Marc Dubois. L'opportunité était tentante. Sécurité financière, distribution plus large pour ses bougies, la chance d'aider plus de gens. Mais quelque chose dans l'approche corporate de Quantique lui semblait en désaccord avec la nature personnelle et intentionnelle de son travail. À 20h30, la clochette au-dessus de sa porte tinta. Élodie leva les yeux, s'attendant à voir Dominique arriver en avance malgré son message. Au lieu de cela, Vanessa Laurent entra, semblant hors de propos dans ses vêtements de créateur et son maquillage impeccable. « Mademoiselle Laurent ?» dit Élodie, surprise. « Puis-je vous aider ?» Vanessa jeta un regard à l'intérieur du petit atelier avec un dédain à peine dissimulé. « Alors c'est ici que Dominique passe ses soirées. Pittoresque. » Élodie posa la bougie sur laquelle elle travaillait et fit face à Vanessa directement. « Aviez-vous besoin de quelque chose de précis ?»« Juste une conversation amicale, » dit Vanessa, son ton tout sauf amical. « À propos de Dominique. »« Je ne suis pas sûr que ce soit approprié, » répondit Élodie calmement. « Oh, je pense que si, » insista Vanessa s'approchant. « Vous voyez, je connais Dominique depuis des années. Je le comprends d'une manière que vous ne pourriez jamais. »« Si vous le dites, » dit Élodie, refusant de se laisser provoquer. Le sourire parfait de Vanessa vacilla légèrement.
Savez-vous pourquoi il s'intéresse vraiment à vous? Parce que vous êtes différente, exotique, une nouveauté dans son monde de richesse et de privilèges. Je pense que ça suffit, dit Élodie fermement. Veuillez quitter mon atelier. Pas avant que vous n'entendiez la vérité, continua Vanessa. Dominique traverse des phases. L'année dernière, c'était une professeure de yoga. Avant cela, une artiste. Il se la joue profond et tourmenté. Mais une fois qu'il obtient ce qu'il veut, il passe à autre chose. Malgré elle, Élodie sentit une étincelle de doute. Était-ce ce qui se passait? N'était-elle qu'une autre phase pour Dominique Delcourt? Marc Dubois m'a parlé de l'accord avec Quantique, insista Vanessa, voyant l'hésitation d'Élodie. Dominique a-t-il mentionné les préoccupations d'image? Quelles préoccupations d'image? Demanda Élodie, malgré son bon sens. Votre aura de guérisseuse ne correspond pas vraiment à la marque d'application de bien-être élégante de Quantique, dit Vanessa, avec une fausse sympathie. Ils craignent que vous ne soyez un handicap. On a dit à Dominique de prendre ses distances. Les mots atteignirent Élodie plus fort qu'elle ne voulait l'admettre. Si c'est vrai, Dominique me le dira lui-même. Vraiment? Les hommes comme Dominique ne livrent pas eux-mêmes les mauvaises nouvelles. Ils ont des gens pour ça. Vanessa jeta un coup d'œil à sa montre. D'ailleurs, il est probablement au gala de la Fondation Harmonie en ce moment, avec sa cavalière. Ça quoi? Élodie ne put s'empêcher de demander. Vanessa sortit son téléphone, tapota l'écran avant de le tourner vers Élodie. Voyez par vous-même. L'écran montrait une publication sur les réseaux sociaux d'un compte de divertissement, horodaté 30 minutes plus tôt. Dominique a un événement glamour, un mannequin accroché à son bras pour les photos. La légende disait « Le milliardaire de la technologie Dominique Delcourt arrive au gala de charité de la Fondation Harmonie avec la top modèle Claire Durand. » Élodie eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Dominique n'avait-il pas dit qu'il était en réunion d'affaires, qu'il essaierait de venir la voir après? Il m'a envoyé un message pour me dire qu'il était en réunion, dit Élodie, plus à elle-même qu'à Vanessa. Oh, ma chère, Vanessa rit froidement. C'est ce qu'il dit à toutes ces femmes quand il est avec une autre. Élodie se redressa, refusant de laisser cette femme voir sa douleur. Je pense que vous devriez partir maintenant. Volontiers, dit Vanessa, se dirigeant vers la porte. Souvenez-vous juste, les hommes comme Dominique ne changent pas vraiment. Pas pour des créatrices de bougies de Marseille. Après le départ de Vanessa, Élodie s'assit lourdement sur son tabouret de travail, l'image du téléphone brûlant dans son esprit. Dominique avec une autre femme, alors qu'il lui disait être en réunion. Elle prit son téléphone, tentait de lui envoyer un message, d'exiger une explication. Au lieu de cela, elle le posa sans rien envoyer. Si ce que Vanessa disait était vrai, si elle n'était qu'une phase passagère pour Dominique, s'il avait menti sur l'endroit où il était ce soir-là, alors aucune explication ne serait suffisante. Et si ce n'était pas vrai, eh bien, alors Dominique devrait le prouver lui-même. À 21h30, il n'y avait toujours aucun signe de lui. Élodie ferma son atelier et rentra chez elle, une lourdeur dans le cœur qui n'était pas là ce matin-là. Elle s'était permis de croire en quelque chose de réel avec Dominique Delcourt, malgré toutes ses réserves, malgré les avertissements de son oncle Léon. Maintenant, elle se demandait si elle ne s'était pas trompée depuis le début. Alors qu'elle montait les escaliers de son appartement, son téléphone vibra avec un autre message de Dominique. Toujours coincé en réunion. Puis-je te voir demain à la place? Élodie regarda le message, se souvenant de la photo de lui au gala. Aucune explication, aucune excuse, juste un autre report. Avec une profonde inspiration, elle prit sa décision. Elle éteignit son téléphone sans répondre et rentra, fermant la porte sur Dominique Delcourt, et quel que soit le jeu qu'il jouait avec son cœur. Pendant 3 jours, Élodie ne répondit pas aux appels ni aux messages de Dominique. Elle se jeta à corps perdu dans son travail, fabriquant des bougies le jour et conseillant des survivants de traumatisme le soir. Le rythme de ses mains façonnant la cire, mesurant les huiles et coupant les mèches, maintenait son esprit concentré sur autre chose que son chagrin. Oncle Léon passa à l'atelier le 2e jour, lui jeta un coup d'œil et soupira profondément. « Ce millionnaire t'a brisé le cœur, n'est-ce pas » demanda-t-il sans préambule. « Non » dit Élodie fermement, continuant à travailler. On ne peut briser ce qu'on n'a jamais eu. Oncle Léon s'installa sur la chaise qu'elle gardait pour lui, la regardant avec des yeux avisés. Tu n'as jamais été douée pour mentir, ma petite, même quand tu étais enfant. Les mains d'Élodie s'immobilisèrent. C'était stupide, admit-elle finalement, de croire que quelqu'un comme lui pourrait changer, pourrait vouloir quelque chose de réel. Les gens peuvent changer, dit oncle Léon doucement, mais le changement fait mal. Certaines personnes ne sont pas prêtes à endurer la douleur. Élodie pensa aux mots de Dominique à propos de sa mère, à la façon dont on lui avait appris que l'amour était dangereux.
Avait-elle trop attendu, trop tôt, ou Vanessa avait-elle eu raison depuis le début? Élodie n'était-elle qu'un autre intérêt passager pour un homme qui collectionnait les expériences comme d'autres collectionnaient l'art? Cela n'a plus d'importance maintenant, dit-elle, retournant à ses bougies. C'est fini avant même que cela ne commence vraiment. Son téléphone vibra sur l'établi. Dominique encore. Elle l'ignora, comme elle l'avait fait pour chaque appel et message de sa part depuis cette nuit-là. « Tu ne vas même pas écouter sa version ?» demanda oncle Léon. « Qu'y a-t-il à entendre? Il a menti sur l'endroit où il était. Il était à un gala avec une autre femme alors qu'il me disait être en réunion. Et tu en es sûr ?» Élodie hésita. « J'ai vu une photo. »« Les photos ne racontent pas toujours toute l'histoire, » observa oncle Léon. « Cela pourrait valoir le coup d'écouter, ne serait-ce que pour clore le chapitre. » Mais Élodie n'était pas prête. La blessure était trop fraîche, la déception trop vive. Elle s'était permis de croire en quelque chose avec Dominique, malgré toutes ses réserves. Maintenant, elle avait besoin de temps pour reconstruire ses murs avant de le revoir. Le 4e jour, Jessica de l'entreprise d'organisation d'événements appela. « Mademoiselle Dupré, je fais suite à l'accord Quantique Bien-être. Monsieur Dubois est désireux d'aller de l'avant et souhaite organiser une réunion la semaine prochaine. » Élodie fronça les sourcils. « Je pensais que Dominique s'en occupait. » Il y eut un silence gêné. « En fait, Monsieur Delcourt s'est récusé des négociations. Il a suggéré que je vous contacte directement. » RS est récusé? Pourquoi? Je ne suis pas au courant de ces détails, dit Jessica diplomatiquement. Mais M. Dubois a mentionné certaines préoccupations d'alignement de marque avec lesquelles M. Delcourt était apparemment en désaccord. Il y a eu une discussion assez houleuse d'après ce que j'ai compris. Après avoir raccroché, Élodie s'assit, réfléchissant à cette nouvelle information. Pourquoi Dominique se retirerait-il de l'accord quantique? Et quelles préoccupations d'alignement de marque avaient causé ce désaccord? Avant qu'elle ne puisse assimiler cela, la clochette au-dessus de la porte de son atelier tinta. Élodie leva les yeux et vit Dominique se tenir là, ne ressemblant en rien à l'homme d'affaires impeccable qu'elle avait rencontré pour la première fois. Il était mal rasé, ses cheveux décoiffés, portant un jean et un simple t-shirt. Le plus frappant était ses yeux, cerclés de rouge, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. « Élodie, dit-il, sa voix rauque, s'il te plaît, 5 minutes. » Son premier instinct fut de lui demander de partir, mais quelque chose dans son expression, à vif, désespéré, la fit hésiter. « 5 minutes, accepta-t-elle, posant ses outils. Dominique n'entra pas plus loin dans l'atelier. Il se tenait juste à l'intérieur de la porte, comme s'il craignait d'envahir son espace. « Je ne leur ai pas dit oui, » commença-t-il, les mots s'échappant en un flot ininterrompu. « Je n'ai pas choisi leur version de moi. Je ne savais juste pas comment me battre, jusqu'à ce que je te rencontre. » Élodie croisa les bras, protégeant son cœur. « De quoi parles-tu? » ?»« Quantique. Les dirigeants m'ont averti que ton aura de guérisseuse pourrait être un handicap pour l'entreprise. Ils voulaient que je prenne publiquement mes distances avec toi. » Sa voix se brisa légèrement. « J'ai refusé. Jessica a dit que tu t'étais récusé de l'accord. J'ai fait plus que ça, dit Dominique. Je me suis complètement retiré. Je leur ai dit que je ne travaillerais avec personne qui ne voyait pas la valeur de l'authenticité. » Élodie assimila cela, essayant de le réconcilier avec ce que Vanessa lui avait montré. « Et le gala? Tu étais là avec une autre femme, alors que tu me disais être en réunion. » Dominique parut réellement confus. « Quel gala? » ?»« Le gala de charité de la Fondation Harmonie. Il y a 3 soirs. Il y a des photos de toi avec un mannequin. » La compréhension illumina son visage. « Le gala de la Fondation Harmonie a eu lieu la semaine dernière, Élodie, avant la retraite. Ces photos ont dû être republiées, mais je les ai vues horodatées de cette nuit-là. Les comptes de réseaux sociaux republient souvent d'anciens contenus comme s'ils étaient nouveaux, expliqua Dominique. Cela leur rapporte plus d'engagement. J'étais en réunion avec mon équipe de développement ce soir-là, travaillant sur l'application. Je peux le prouver. J'ai la salle de conférence réservée. Il y a des journaux de sécurité. 20 personnes qui peuvent vérifier que j'étais là. » Élodie voulait le croire, mais le doute persistait. Vanessa semblait très sûre. « Vanessa, » répéta Dominique, son expression se durcissant. « Bien sûr, elle est venue te voir. » Élodie hocha la tête. « Elle essaie de causer des problèmes depuis qu'elle nous a vus ensemble à la retraite, » dit Dominique. « Elle ne me veut pas, pas vraiment. Elle ne veut juste pas que je sois heureux avec quelqu'un d'autre. » Il fit un pas vers Élodie, puis s'arrêta. « Je ne te demande pas de me croire simplement parce que je le dis. Je sais que la confiance doit être gagnée. Mais s'il te plaît, donne-moi une chance de le prouver. » Élodie l'étudia, voyant la sincérité dans ses yeux, le désespoir dans sa posture. Ce n'était pas le Dominique Delcourt confiant et maîtrisé
qu'elle avait rencontré pour la première fois dans son atelier. C'était un homme qui avait été dépouillé de ses défenses, mis à nu par l'émotion. « Pourquoi n'as-tu pas appelé pour expliquer ?» demanda-t-elle. « Pourquoi attendre 4 jours pour venir ici? J'ai appelé des dizaines de fois. Tu n'as pas répondu. » Il passa une main dans ses cheveux ébouriffés. « Je pensais que tu avais peut-être besoin d'espace. Ou peut-être que tu avais décidé que je n'en valais pas la peine. » La vulnérabilité de son aveu toucha quelque chose chez Élodie. « Et l'accord quantique, tu t'es vraiment retiré à cause de moi? » « Pas seulement à cause de toi, » précisa Dominique. « À cause de ce que tu m'as aidé à voir, que les vraies connexions importent plus que les avantages commerciaux. Que l'authenticité vaut la peine d'être défendue. » Il fit un autre pas prudent vers elle. « Je suis en thérapie tous les jours depuis que tu as cessé de répondre à mes appels. J'essaie de comprendre pourquoi j'avais si peur des vrais sentiments. Pourquoi j'ai construit des murs si hauts que je ne me souvenais plus pourquoi j'avais commencé à les construire au départ. » Élodie reconnut ses propres mots lui revenant. « Et tu as compris? Je commence à le faire, » dit Dominique. « Ma mère m'a appris que l'amour était une faiblesse, que les sentiments te rendaient vulnérable à la douleur. Alors j'ai construit une vie où je contrôlais tout, mon entreprise, mes relations, même mes émotions. » Il était assez proche maintenant pour qu'Élodie puisse voir l'épuisement sur son visage, les nouvelles rides autour de ses yeux. « Puis je t'ai rencontré, » continua-t-il doucement, « quelqu'un qui n'était pas impressionné par mon argent ou mon pouvoir. Quelqu'un qui a vu à travers tous mes murs le vide intérieur. Et au lieu d'utiliser cela contre moi, tu m'as montré une autre façon d'être. » Élodie sentit sa détermination faiblir. « Dominique, je ne demande pas pardon, » l'interrompit-il. « Je demande une chance de te montrer l'homme que j'essaie de devenir, l'homme qui mérite ta confiance, pas seulement ton attention. » La sincérité de ses mots était impossible à douter. Pourtant, Élodie avait déjà été blessée, avait vu à quelle vitesse les gens pouvaient revenir à leurs anciennes habitudes lorsqu'ils étaient mis au défi. « J'ai besoin de temps, » dit-elle finalement, « pour réfléchir, pour être sûre que c'est ce que je veux. » Dominique hocha la tête, acceptant sa réponse sans insister. « Je comprends. » Il fouilla dans sa poche et en sortit une petite enveloppe. « Ceci est pour toi, que tu décides de nous donner une autre chance ou non. » Élodie prit l'enveloppe, curieuse malgré elle. « Je devrais partir, » dit Dominique se tournant vers la porte. « Merci d'avoir écouté. » Alors qu'il tendait la main vers la poignée, Élodie l'appela. « Comment as-tu su? Que Vanessa était venue me voir ?» Dominique la regarda, son expression triste, parce qu'elle a appelé pour s'en vanter. Elle pensait m'avoir rendu service, me sauver de me ridiculiser avec la fille aux bougies. Ces mots, pas les miens. La révélation stupéfia Élodie. « Et qu'est-ce que tu lui as dit ?»« Je lui ai dit qu'elle se trompait sur toi, sur moi, et que je ne voulais plus jamais entendre parler d'elle. » Sur ce, il partit, la clochette tintant doucement derrière lui. Élodie resta dans l'atelier silencieux, l'enveloppe lourde dans sa main. Après un instant, elle l'ouvrit pour trouver une note manuscrite et un chèque. Le chèque était libellé à l'ordre de « Atelier Lumière Sacrée » pour 50 000 €. La note disait « Pour votre programme de bien-être communautaire, sans aucune condition. Il ne s'agit pas de nous, il s'agit du travail que vous faites et qui compte. Si vous ne voulez plus jamais me revoir, je comprends. Mais s'il vous plaît, utilisez ceci pour aider les autres à trouver leur lumière, comme vous m'avez aidé à trouver la mienne. D. » Les larmes remplirent les yeux d'Élodie en lisant la note à nouveau. Ce n'était pas le geste d'un homme qui jouait. C'était quelqu'un qui avait écouté, qui avait compris ce qui comptait pour elle, qui essayait de soutenir son travail sans acheter son affection. Peut-être que les gens pouvaient changer après tout. Une semaine plus tard, Élodie organisa son premier cercle de guérison communautaire pour les femmes endeuillées des quartiers populaires dans un centre communautaire de Belleville. Utilisant une partie du don de Dominique, elle avait loué l'espace, assuré le transport pour celles qui en avaient besoin et créé des bougies spéciales pour chaque participante. 10 femmes étaient assises en cercle sur des coussins confortables, partageant des histoires de perte et de résilience. Élodie les guida à travers des méditations douces et des rituels d'allumage de bougies conçus pour honorer leur chagrin tout en célébrant leur force. L'air était empreint d'émotion, de compréhension mutuelle du début de la guérison. À mi-parcours de la séance, la porte de la salle communautaire s'ouvrit doucement. Élodie leva les yeux pour voir Dominique entrer discrètement. Au lieu de prendre un siège à l'arrière comme elle aurait pu s'y attendre, il s'assit simplement sur le sol, contre le mur, écoutant respectueusement les femmes continuer à partager leurs histoires. Il croisa brièvement son regard, offrant un petit sourire incertain. Non intrusif, ne réclamant pas d'attention, juste présent, soutenant son travail depuis les coulisses. Le geste toucha Élodie profondément.
Ce n'était pas le Dominique Delcourt qui avait besoin de contrôler chaque situation, qui s'attendait à ce que le monde tourne autour de lui. C'était un homme apprenant l'humilité, apprenant à écouter, apprenant à être immobile en présence de la douleur des autres. Une fois la séance terminée et les femmes parties, Dominique aida Élodie à ranger ses bougies et ses coussins sans qu'on le lui demande. « C'était magnifique, dit-il doucement, ce que tu as fait pour ces femmes. Elles l'ont fait pour elles-mêmes, corrigea Élodie gentiment. J'ai juste créé l'espace. Tu fais ça pour tout le monde, observa Dominique. Créer de l'espace pour que les gens soient authentiques. Tu l'as fait pour moi. Élodie l'étudia tandis qu'ils terminèrent de ranger. Il semblait différent, plus ancré, moins apprêté. La montre chère et les vêtements de créateur avaient disparu, remplacés par un simple jean et une chemise boutonnée unie. Même sa posture avait changé, moins rigide, plus ouverte. « Tu as l'air différent, dit-elle. » Dominique sourit légèrement. « Je me sens différent. Je fais du bénévolat dans un centre pour jeunes à Saint-Denis. Juste des choses de base. Aider avec les devoirs, jouer au basket. Rien de spécial. »« Pourquoi ?» demanda Élodie, curieuse de ce nouveau développement. « Parce que je voulais être utile, » dit simplement Dominique. « Pas seulement réussir. » Ils transportèrent les cartons jusqu'à la voiture d'Élodie dans un silence confortable. Alors qu'elle fermait le coffre, Élodie prit une décision. « Aimerais-tu venir à mon atelier pour parler ?» Le soulagement et l'espoir éclairèrent le visage de Dominique. « J'aimerais beaucoup. » L'atelier était calme dans la lumière du soir, les étagères de bougies projetant des ombres colorées sur les murs. Élodie prépara du thé pendant que Dominique s'asseyait à sa table de travail, la regardant se déplacer dans l'espace familier. « J'ai vérifié pour le gala, » dit Élodie en posant 2 tasses de thé sur la table. « Tu avais raison. Les photos datèrent de la semaine précédente. » Dominique hocha la tête. « J'aurais pu te montrer des preuves, mais je voulais que tu me fasses suffisamment confiance pour vérifier par toi-même. C'est étonnamment mature, » dit Élodie avec un petit sourire. « J'essaie, » répondit Dominique. « Mon thérapeute dit que j'ai des problèmes de contrôle. Apparemment, je dois apprendre que la confiance signifie laisser les autres prendre leurs propres décisions, même si ces décisions pourraient me blesser. » Élodie sirota son thé, considérant ces mots. « Et l'as-tu fait? Appris ça? »« J'apprends, » dit Dominique honnêtement. « Ce n'est pas facile. 33 ans de murs émotionnels ne s'effondrent pas du jour au lendemain. »« Non, » acquiesça Élodie. « Non, en effet. » Ils restèrent un moment dans un silence complice, buvant du thé tandis que la dernière lumière s'éteignait à l'extérieur des fenêtres. Finalement, Dominique parla. « J'ai connu 1000 corps, » dit-il doucement, ses yeux rencontrant les siens à travers la table. « Et je n'ai jamais ressenti d'âme. Mais toi, tu m'as fait ressentir. » La simple honnêteté de ces mots coupa le souffle d'Élodie. Il n'y avait pas d'artifice ici, pas de charme travaillé, juste une vulnérabilité à vif. « Qu'est-ce que je t'ai fait ressentir ?» demanda-t-elle. « Tout, » admit Dominique. « La peur, l'espoir, le désir, le doute, la joie, toutes les choses que j'avais passé des années à éviter. Tu m'as fait me sentir vivant, Élodie. Et une fois que j'ai recommencé à ressentir, je ne pouvais plus revenir au vide. » Élodie tendit la main à travers la table et prit la sienne. Ses doigts se refermèrent autour des siens, chauds et solides. « J'avais peur, » confessa-t-elle. « Pas seulement que tu me fasses du mal, mais de la rapidité, de la profondeur avec laquelle j'ai commencé à tenir à toi. Cela semblait dangereux. »« C'est dangereux, » dit Dominique. « Tenir à quelqu'un signifie lui donner le pouvoir de te blesser. Ma mère avait raison sur ce point. » Il serra doucement sa main. « Mais elle se trompait en disant que c'était une faiblesse. C'est la chose la plus courageuse que nous puissions faire. » Élodie étudia son visage dans la lumière douce de l'atelier, le visage d'un homme qui avait commencé le difficile travail de transformation, non pas pour elle, mais pour lui-même. « Alors, où allons-nous à partir de là ?» demanda-t-elle. Dominique porta sa main à ses lèvres, pressant un doux baiser sur ses phalanges. « Peut-être maintenant, nous reprenons tous les deux à zéro. » Léa sentit quelque chose bouger en elle, le dernier vestige de sa résistance cédant la place à la possibilité. Cet homme n'était pas parfait. Il apprenait encore, il grandissait encore, mais elle aussi. « J'aimerais ça, » dit-elle doucement. Antoine se leva et contourna la table, s'agenouillant près de sa chaise afin qu'il soit œil pour œil. « Léa Dubois, » dit-il, sa voix ferme malgré la vulnérabilité dans ses yeux. « Voudriez-vous dîner avec moi demain soir? Juste un dîner, sans attente. Juste 2 personnes qui apprennent à se connaître. » Léa sourit, lui touchant le visage doucement. « J'aimerais beaucoup ça, Antoine Lefebvre. » Il se pencha lentement, lui laissant le temps de reculer si elle le souhaitait. Au lieu de cela, Léa le rejoignit à mi-chemin. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser qui sonnait comme un commencement. Quand ils se séparèrent,
Antoine posa son front contre le sien, son souffle chaud sur sa peau. « Merci, murmura-t-il. De quoi? De m'avoir vu. Le vrai moi. Pas l'argent, pas le pouvoir, juste l'homme. » Léa sourit, sa main toujours en coupe sur son visage. Cet homme-là vaut la peine d'être vu. Ils restèrent ainsi un long moment, connectés dans le sanctuaire tranquille de son atelier. Dehors, Paris continuait son rythme effréné, une ville d'illusions magnifiques et de connexions superficielles. Mais ici, dans ce petit espace rempli de bougies et d'une honnêteté retrouvée, quelque chose de réel avait commencé à grandir. Pas parfait, pas complet, mais réel. Et pour eux deux, c'était la première fois que cela signifiait quelque chose. 6 mois plus tard, le programme de soutien communautaire de Léa s'était étendu à 3 lieux à travers Paris. Utilisant le don initial d'Antoine comme capital de démarrage, elle avait obtenu des financements supplémentaires et des bénévoles, créant des espaces sûrs pour que les survivants de traumatisme puissent trouver guérison et connexion. Antoine avait tenu sa promesse de repartir de zéro, la courtisant avec patience et respect. Leur relation s'était approfondie graduellement, bâtie sur une communication honnête et une croissance mutuelle, plutôt que sur de grands gestes ou la seule attraction physique. Il dirigeait toujours son empire technologique, mais avec un nouvel accent sur les pratiques commerciales éthiques et un impact significatif. Il avait complètement refusé l'accord Quantum, choisissant plutôt de s'associer à de plus petits praticiens de bien-être authentiques qui partageaient les valeurs de Léa. L'entreprise de bougies de Léa avait également prospéré, mais à ces conditions, chaque produit était toujours fabriqué à la main avec intention, maintenant avec l'aide de 3 assistants à temps partiel qu'elle avait elle-même formés. Elle avait déménagé dans un atelier plus grand, mais avait conservé la même atmosphère chaleureuse et authentique qui avait d'abord attiré l'attention d'Antoine. Par un doux dimanche soir, ils étaient assis ensemble sur le sol du nouvel atelier de Léa, entourés de bougies à différents stades d'achèvement. Antoine avait retroussé ses manches pour l'aider à préparer une grosse commande, ses mains couvertes de cire et d'herbe. « Tu sais, » observa Léa avec amusement, « la plupart des millionnaires ne passent pas leur week-end à fabriquer des bougies. » Antoine sourit, l'expression lui venant maintenant facilement. La plupart des millionnaires ne savent pas ce qu'il manque. Il avait changé durant ces mois, pas seulement dans sa perspective, mais physiquement aussi. L'apparence parfaitement soignée s'était adoucie. Il avait laissé pousser une courte barbe, ses cheveux s'étaient assouplis, loin de leur coiffure rigide. Il avait troqué ses costumes de créateur contre des vêtements confortables lorsqu'il n'était pas en réunion d'affaires. Il avait l'air plus humain, plus accessible, plus heureux. « J'ai parlé à ma mère hier », dit-il en versant soigneusement la cire dans les moules. Pour la première fois depuis des années, c'était une conversation honnête. « Comment ça s'est passé ?» demanda Léa, sachant à quel point sa relation avec sa mère avait été difficile. « Dur », admit Antoine. « Mais bien. Je lui ai parlé de la thérapie, des changements que je faisais, de toi. Et qu'a-t-elle dit? Elle a dit qu'elle avait peur pour moi, que s'ouvrir ne mènerait qu'à la douleur. » Il leva les yeux, croisant le regard de Léa. « Je lui ai dit qu'elle avait raison. La vulnérabilité signifie bien risquer la souffrance. Mais l'alternative, c'est ne rien ressentir du tout, et ce n'est pas une façon de vivre. » Léa tendit la main pour lui serrer la sienne, laissant une tache de cire sur sa peau. « Je suis fière de toi, » dit-elle simplement. Plus tard, alors qu'il marchait main dans la main dans son quartier, Antoine s'arrêta sous un lampadaire, se tournant pour lui faire face. « J'ai réfléchi à quelque chose, » dit-il, une pointe de nervosité dans la voix. « Mon bail se termine le mois prochain. »« Pour le Penthouse ?» demanda Léa. Antoine hocha la tête. « Je ne pense pas vouloir le renouveler. Cela ne ressemble plus à un chez-moi. Trop froid, trop vide. Alors tu cherches un nouvel endroit ? Je pensais... » Il hésita, puis continua. « Peut-être que nous pourrions chercher ensemble, pour un endroit qui pourrait être le nôtre. Pas mon monde ou ton monde, mais quelque chose de nouveau, quelque chose que nous construisons ensemble. » La question resta suspendue entre eux. Pas tout à fait une proposition, mais une étape significative néanmoins. Léa sentit son cœur s'accélérer à cette pensée. 6 mois auparavant, elle aurait dit que c'était trop tôt, trop rapide. Mais ils avaient fait le travail, individuellement et ensemble, pour construire quelque chose de solide, quelque chose de vrai. « J'aimerais ça, » dit-elle, regardant la joie se répandre sur son visage. « Un endroit avec de grandes fenêtres pour les plantes, et un espace atelier pour les bougies, et un bureau à domicile pour moi, » ajouta Antoine, « mais pas séparé de tout le reste. Je ne veux plus de murs. » Léa sourit, tendant la main pour lui toucher le visage doucement. « Plus de murs, » acquiesça-t-elle.
Alors qu'ils continuaient leur promenade, Léa pensa au chemin qu'ils avaient parcouru, de l'homme d'affaires froid et de la guérisseuse méfiante à deux personnes qui avaient appris à être vulnérables ensemble. Cela n'avait pas été facile. Il y avait eu des revers, des disputes, des moments de doute des deux côtés. Mais à travers tout cela, ils avaient choisi l'honnêteté plutôt que le confort, la croissance plutôt que la stagnation, une connexion réelle plutôt que des apparences parfaites. « À quoi penses-tu » demanda Antoine, remarquant son expression pensive. Léa lui serra la main. « Juste que certaines bougies brûlent vite et fort, tandis que d'autres brûlent lentement, durant toute la nuit. » Antoine sourit, comprenant son sens sans avoir besoin d'explication. « Et nous, lesquelles sommes-nous ?»« Celles qui durent, » dit Léa simplement, « parce que nous sommes faits avec intention, avec soin, avec amour, » ajouta Antoine doucement. Léa hocha la tête, se blottissant dans son étreinte, tandis qu'il marchait, avec amour. Dans une ville bâtie sur de magnifiques illusions, ils avaient trouvé quelque chose de rare et précieux, une connexion qui allait au-delà de l'attraction superficielle, au-delà de la richesse, du statut ou de la commodité. Un amour construit sur le fait de voir et d'être vu, sur l'acceptation des défauts de l'autre et la célébration de sa croissance. Pour eux deux, c'était la première fois que l'amour signifiait vraiment quelque chose. Et aucun d'eux n'avait l'intention de le laisser s'échapper. Fin.